l'idée, c'est voilà, d'avoir des gens de terrain, des enseignants, des directeurs, des formateurs qui sont du terrain, qui viennent partager une expérience, une manière de faire dans leur quotidien. Donc on a volontairement ne pas mis de conférences trop théoriques, mais essayer d'être sur des choses pratiques pour que chacun puisse tirer un enseignement. Donc, l'idée de cette séance, c'était de travailler sur l'enseignement de la parachate à Shavua tout au long de la semaine, c'est-à-dire de ne pas la limiter au jeudi ou au vendredi ou à la dernière minute de la semaine parce qu'on a oublié, mais que la parachate à Shavua illumine, éclaire toute la vie de l'élève tout au long de la semaine, qu'il en soit imprégné et que lorsqu'il rentre chez lui le Shabbat avec ses parents, il puisse en parler comme étant quelque chose qui s'est fait dans le temps, pas juste une petite dracha ou quelques idées à la fin du vendredi pour rentrer chez lui, mais vraiment, alors évidemment, on est là dans des parachiotes en ce moment, Vayakel, Pekoudé, Vaïkra, Tsav, qui vont être plus difficiles, plus complexes, c'est plus facile lorsqu'on est dans des parachiotes de récit, hein, mais voilà, c'est un principe qui nous semble important, pas forcément en y passant beaucoup de temps, puisqu'il y a dans les programmes d'enseignement juif, il y a d'autres matières, il n'y a pas que la parachate à Shavua, donc il ne faut pas non plus que ça phagocyte l'ensemble, que ça occupe tout l'espace, mais d'avoir un rythme comme ça tout au long de l'année, avec un petit quart d'heure ou un petit moment, on verra comment nos interlocuteurs d'aujourd'hui euh, réalisent ça dans leurs établissements ou comment ils peuvent vous aider à le faire de manière nouvelle, de manière renouvelée. Euh, je présenterai chaque intervenant le moment venu, ça sert à rien, comme ça, comme tout le monde n'est pas encore là. Donc, on avait décidé de commencer avec Rav Adam Watnin, qui est le directeur du groupe scolaire Etzraïm Désolée, d'ici là, le grillage est défait. Saint-Maur. Merci à tout le monde de couper son micro pour éviter les bruits parasites. Euh, et qui a qui met en œuvre dans son établissement un enseignement très vivant, très, j'allais dire avec des guillemets, mais des guillemets positifs. C'est très théâtral. La paracha, le chumash, ce sont des choses qui se vivent. C'est pas juste un texte dans un livre, c'est quelque chose qui se vit. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est extrêmement important. Donc, on lui a demandé de participer à cette rencontre, à la fois pour expliquer un petit peu comment il procède, quelle est la philosophie de son établissement sur ces questions d'enseignement de parachat à Shavua, et pouvoir ouvrir un moment d'échange avec vos questions, alors certains ont envoyé des questions par anticipation, comme on l'avait demandé, donc c'est très bien, mais voilà, il y a d'autres, les questions peuvent se faire aussi en direct maintenant, donc je lui passe tout de suite la parole. Merci, Adam, de nous avoir rejoints pour ce moment important de lancement d'une nouvelle modalité de formation pour l'ensemble des profs de Kodesh. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, mon cher Patrick. D'abord, ta présentation était peut-être un peu trop élogieuse, mais bon, allez, on va essayer d'être à la hauteur de ce que tu as dit. Alors, il est vrai que d'abord, je vous dis quelque chose, je pense, d'assez important, c'est qu'en général, je n'ai pas trop d'autorisation à demander au directeur. Vous avez compris? Parce que étant le directeur, donc j'ai pu avoir une spontanéité dans les projets, dans la possibilité de transmettre, et finalement, ça c'est important. À savoir que lorsqu'un professeur de Kodesh veut établir dans son établissement, enfin dans sa classe, quelque chose, et que c'est très difficile parce que le programme est comme ça, et les heures sont comme ça, et on est minuté, et ci, et ça, et on doit faire la grammaire, et on doit enseigner l'histoire, et comment faire parachat à Shavua, les parents pauvres, etc., et qu'il faut toujours demander des autorisations, etc., etc., c'est sûr que ça, c'est un premier blocage. Et donc, je crois qu'il faut être bien précis là-dessus. Si on désire enseigner la paracha, le faire en toute souplesse, en toute liberté, avec les moyens évidemment que nous possédons, sans exagérer, et donc avoir une autonomie dans la classe. Et ça, c'est important. Voilà.
ce préalable-là, il me semble qu'il est essentiel, à savoir bien définir les choses dès le départ. Donc, si effectivement, dans vos programmes de Kodesh, vous avez l'enseignement de la paracha, alors je dirais que d'abord, le point de départ, et pardonnez-moi si je dis des évidences, mais l'expérience fait que parfois il y a des évidences justement qui ne sont pas si évidentes que cela. Je dirais en premier, j'ai noté quelques points. D'ailleurs, je pourrais te les transmettre, ça m'a inspiré, mon cher Patrick, si jamais voilà, un enseignant veut avoir ces points-là. Bien. Alors, au départ, je me suis dit, tout d'abord, si il y a une bibliothèque, un centre de documentation dans l'établissement, que j'y ai accès facilement, et qu'il y a de la matière pour ce que je suis en train de préparer, ce que je veux transmettre, eh bien évidemment, il est essentiel de le faire. Je veux dire, on ne va pas vous livrer des secrets aujourd'hui. Le point de départ, c'est sa propre formation, à savoir, j'ai une bibliothèque, je cherche un sujet, voilà, ou un auteur qui pourrait m'aider dans cette démarche d'enseigner à des enfants un message vivant, un message qui leur parle. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, il y a eu un sioum dans notre école. Sioum d'un Pérec, Paracha Lech Lecha, Kitabet. Bon, j'ai été invité à ce sioum, au demeurant très sympathique, où chaque enfant a bien préparé, c'était magnifique. Et puis, j'ai fait quelque chose qui les a surpris, mais je suis sorti et j'ai imité le personnage d'Abraham. J'ai frappé à la porte. Alors les enfants se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, ça a permis un grand silence, parce que quand vous faites quelque chose qui n'est pas tout à fait dans les normes, vous êtes sûr d'obtenir le silence. Et les problèmes de discipline. Faites quelque chose qui est un petit peu hors protocole. Ça suffit, les enfants, arrêtez de parler. Alors je vais vous mettre bidon, bidon, bidon. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme ça. Capter l'attention des enfants, savoir qu'ils ont un potentiel extraordinaire et qu'ils ont besoin d'enregistrer des messages, c'est important. Donc, j'ai frappé à la porte et j'ai dit, bonjour, je suis Abraham, je suis venu voir ce qui se passe avec mes arrière-petits-enfants. Alors, ils étaient surpris comme ça, ils disent, oui, vous comprenez, j'ai incarné le personnage d'Abraham dans la modernité. Abraham n'est pas surpris par ce qu'il voit. Alors, il pose quelques questions, on dit, oh, vous vous habillez drôlement. Eh bien oui, à l'époque, et hop, on est rentré dans un sujet. Attendez, Lech Lecha, 4000 ans, Abraham Avinu. Essayez de parler de Napoléon à un enfant aujourd'hui, enfin, bon, peut-être pas Napoléon, allez, on va dire Clovis, n'est-ce pas, ou qui que ce soit, mais jamais, c'est pas possible. Abraham, on a incarné comme ça. Donc, ce côté-là, on va dire, je vais essayer de, comment dirais-je, d'évoquer plusieurs sujets. Comme le temps est court, mon cher Patrick, donc si parfois j'aborde des sujets, et voilà, je le fais pour essayer de donner le plus de matière possible. Bon, en suivant évidemment une certaine structure. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce côté théâtral dont tu as parlé tout à l'heure, il est extrêmement important. Vous voyez, moduler, etc., avoir la matière sous les yeux. Donc, le premier point que j'ai noté. Ensuite, il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de bibliothèque, pauvre école, il y a deux, trois livres qui se font la bagarre, et puis et des classiques en plus, qu'on a déjà vu, revu et re-revu. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous allez dans une librairie. Je vous promets qu'aujourd'hui, prenez votre temps. Parce que vous savez, l'enseignement du collège, ce n'est pas que dans la classe, évidemment, c'est en dehors de la classe. C'est dans notre vie, c'est dans notre quotidien, c'est dans notre perception, c'est avec notre sensibilité, c'est avec ce que nous vivons, nous aussi. On ne peut pas transmettre quelque chose que l'on ne vit pas. Ça devient froid, ça devient théorique, c'est pas possible. On ne peut transmettre que ce que l'on vit soi-même, ce par quoi on est motivé. Être motivé par l'enseignement de la Torah, évidemment, vous avez compris, quand on dit paracha, voilà, ça c'est ce qu'on veut enseigner chaque semaine, mais je parle de la Torah, l'ensemble. Vous voyez, une librairie, il y a des ouvrages extraordinaires, il y a des échanges qu'on peut avoir. Une fois, j'ai trouvé une brochure et puis il y avait marqué là-bas le nom d'une institution. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas d'interactivité, d'échange entre les institutions? Voilà un travail qui a été fait il y a 20 ans et pour lequel on s'est fatigué. Je ne sais pas, par exemple, la paracha mot à mot, jolie, illustrée, etc. Et on dirait que c'est l'exclusivité d'un établissement, d'une institution. Mais c'est dommage que ce soit, pardonnez-moi, et je vais citer des noms, mais comme ça, Otsara Torah, Chabad, ce que vous voulez, n'importe quelle institution, Yavne, Lucien Dehir, donc je cite tout le monde, Patrick, t'inquiète pas, je ne vais pas citer quelqu'un en particulier, mais je dirais toutes ces écoles, tous ces établissements,
qu'est-ce que ce serait merveilleux d'avoir un échange ou, par exemple, sur un Zoom, comme aujourd'hui, ou je sais pas, avec un lien, recherche, brochure pédagogique pour renseigner la paracha de l'Ech Lecha. Tout ce que vous avez, ce sera extraordinaire. Recherche, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen pour renseigner la paracha chaque jour un petit peu, à la cadence de 15 minutes, par exemple. Parce qu'en général, bon, le schéma classique, c'est quoi? C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, 15 minutes d'enseignement sur la paracha qu'on choisit, comme ça c'est le rendez-vous avec les enfants, et pas quand il y a un trou, Chas v'shalom. Parce que quand il y a un trou, ça veut dire le parent pauvre, quoi. Bon, bah, on a fini la grammaire, on va faire un peu de paracha. Non, mon Dieu, valorisez la chose. C'est le temps de la paracha. Vous avez jusqu'à 11 heures, admettons, pour enseigner le collège, et ben, je ne sais pas, moi, à 10h15, 10h30, c'est le moment sacré de la paracha. Bien préparé, bien structuré, comme il faut. Vous aurez choisi des passages auparavant, évidemment, n'est-ce pas? Et dans chaque paracha, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, toi tu as dit, voilà, quel pécoudé, mon cher Patrick, moi je vais te dire Tazria Metzora. Voilà. On peut toujours parler d'Abrit Mila, on peut toujours parler de certaines choses, mais bon, voilà. Maintenant, tu m'as parlé aussi du collège, n'est-ce pas? Voilà, le collège, le lycée. Comment parler de l'impureté? Thomas, vous arrivez dans une paracha où on va parler de ça, on va l'évoquer. Il y a marqué à chaque fois le mot, et cette personne sera retranchée parce que l'impureté, etc. Qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est très vague. Alors moi, j'ai eu un petit exemple une fois. Vous savez, les enfants, on a traversé des moments terribles avec le Covid. Alors, on a parlé de quelque chose d'actuel. Bon, eh bien, vous voyez, on ne voit pas le microbe. Il n'est pas perceptible. Pourtant, il est là, il existe. Alors, dites-vous que l'impureté est une notion extrêmement abstraite, n'est-ce pas, mais qui existe. Il ne nous est pas donné, nous, la possibilité de comprendre, de savoir ce que c'est, etc. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas forcément et qui sont là. Bon, c'est un exemple, évidemment. Après, si les enfants posent des questions, on essaye d'approfondir. Mais ce dont on parlait tout à l'heure, cette notion, n'est-ce pas, d'actualité, prendre toujours un sujet qui existe, qui est là dans notre quotidien, et le relier à la paracha, bien sûr que c'est une recherche. Et là aussi, il n'y a pas de secret, c'est du travail. C'est prendre ce qu'on appelle aussi une soubia. Je me souviens, là, c'est plus l'enseignement du Chumash dans une paracha régulière, c'est-à-dire, par exemple, si j'enseigne l'Echlecha ou l'Aïra pendant toute l'année, eh ben, j'avais fait un système pour mes propres élèves de travailler par sougiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, on s'imagine qu'il faut absolument terminer la paracha, chaque pasouk, etc., etc. Pas forcément. On peut très bien prendre quelques psukim et les résumer, mais sinon, prendre des sujets, une sugia. Par exemple, qu'est-ce que j'avais enseigné? La paracha de Shemot. Alors, 3 premiers psukim parlent des données Israël avant la décision cruelle de Paro. Allez hop, c'est une sugia avec un titre. On a donné un titre. On sait se repérer. Quel pérec? Quels sont les psukim? D'ailleurs, quand j'interrogeais les élèves, je leur disais, bon, allez, qu'est-ce que tu veux nous présenter? Ils piochaient. Je mettais plusieurs thèmes dans une espèce de boîte, comme ça. Puis l'enfant pioche le papier et je lui dis, bon, et là, il y a le thème, bah, Moshe au buisson ardent. Je fais très bien, alors on y va. Où ça se situe dans la paracha? Quels sont les psukim? Et qu'est-ce que tu sais de cela? C'est extraordinaire. L'enfant a cerné un passage dans la paracha, il a cerné un moment, il y a un message qui reste, et voilà. Mais ça, c'était une parenthèse pour une paracha en général. Ceci étant, pour la paracha Tachavua, si vous prenez par exemple un thème que vous développez toute la semaine, évidemment, ça ne sert à rien de prendre un pasouk le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, dites pas du tout. Vous choisissez vous-même le dimanche. Il n'y a rien à faire le dimanche, bon, il y a du temps, n'est-ce pas? Et là, vous vous préparez gentiment. Ben, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de préparer ses cours de Torah, hein? Quand on trie des perles précieuses et qu'on fait un collier, on prend le temps. D'accord? Et les perles de la Torah, c'est pour faire le plus beau collier du monde. Par conséquent, je crois qu'il est important, effectivement, de bien travailler, de bien préparer. Et de ne pas se dire, ça va, je la connais, la paracha. Pas d'improvisation là-dedans. On doit toujours avoir le trac avant d'enseigner. Se dire, est-ce que ça va aller? Est-ce que la classe va être attentive? Est-ce que les enfants vont suivre? Est-ce que ils vont être pris par un sujet qui va les concerner, voilà, ça c'est très important, d'accord? Bien. Ce matin, évidemment, en préparant un petit peu ma participation là de maintenant, j'ai dit, mais qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple
par rapport à un sujet qui a été évoqué, l'actualité, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment faire correspondre ces messages de la Torah à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai un gros livre, hein. J'ai ouvert la page. Je fais souvent comme ça parfois pour moi, pour mes lectures. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? J'ai pris ce livre, il est vrai, qui évoque les mitzvot de la Torah, et je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps de cela. Alors évidemment, c'est plus pour le collège et le lycée, mais bon, encore que les petits, même au primaire, on pourrait en parler. Il y a eu le drapeau français qui a été insulté. Drapeau tricolore satanique. Bon, vous avez suivi, j'imagine, hein, tout le monde connaît cette actualité. Et le bonhomme qui a craché tout son venin et qui, à travers ça, évidemment, n'a pas déguisé, hein, au moins il a été franc de ce qu'il voulait dire, eh bien, il a insulté le drapeau. Mais pourquoi c'est si grave? Ah, ma foi, malheureusement, on peut très bien le laisser libre de ses opinions. Hein, c'est la liberté en France, on est en démocratie. Donc de dire du drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, eh ben, c'est un drapeau satanique. Eh bien, comment vous allez rejoindre à travers l'enseignement de la Torah cette actualité pour montrer que c'est très grave et dire que la Torah a déjà parlé de cela. Je vous propose, voilà, j'ai choisi ce thème, de prendre la paracha de Réé. C'est dans le livre de Devarim. Et on évoque à un moment donné, donc je mets mes lunettes, pardonnez-moi, on évoque à un moment donné Ele Achukim va Mishpatim, donc c'est le chapitre 12, Yudbet, du Sefer Devarim. אלה החוקים המשפטיים אשר תשמרו לעשות בארץ, אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. Bon, de quoi il est question? Il est question de la destruction de tous les lieux d'idolâtrie. Bon, on parle suffisamment de la gravité de l'idolâtrie. On était dans Kitissa il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? La semaine passée, bon, et bien, l'idolâtrie. On ne va pas en parler là directement. Hein. Je pense que chaque thème que j'ai évoqué, il faudrait une année entière pour développer. Mais disons, l'idolâtrie, l'arbre d'Azara, les statues, ça a commencé justement avec Abraham, on était à l'Echlecha tout à l'heure, qui va détruire les statues, etc., etc., etc. Donc, c'est un filigrane et c'est d'une manière déclarée dans toute la Torah que l'interdit de l'idolâtrie est extrêmement grave. OK. Donc, dans ce début de paracha de Réé, on dit effectivement sur la terre d'Israël, et s'il y a des lieux d'idolâtrie, il faudra évidemment les détruire parce que c'est extrêmement grave, n'est-ce pas, d'imaginer que le monde est dirigé par toutes ces divinités, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous faire la leçon. Quoi qu'il en soit, une fois que donc, Hachem nous ordonne d'agir de cette façon-là, il y a une phrase qui est reprise par le Rambam dans le Sefer Mitzvot, Sefer Nada, et qui est la suivante. Voilà. Alors, Lo ta'asun ken l'Adonai Elohechem. Vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel, votre Dieu. À savoir que tout ce qui relève de la sainteté, de la, comment dirais-je, de tout ce qui concerne Hachem, finalement, le Mishkan, l'Isbéach, tous les objets sacrés, et par voie de conséquence, aujourd'hui où il n'y a plus le Beth Amikdash, il y a une synagogue qui est appelée une Mikdash Morat, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au fond, une représentation de ce qu'était le Beth Amikdash. Une synagogue, il y a des objets sacrés. Il y a un certain respect à avoir par rapport donc à ce passouk. D'ailleurs, c'est le Rambam qui le reprend comme ça. Ça signifie quoi? Et là, je reviens à mon histoire de drapeau. Le drapeau, il représente quelque chose. Il représente une idée, un pays, une patrie, une fidélité, une loyauté. Ici, les objets sacrés représentent notre loyauté vis-à-vis d'Hachem. On leur donne une importance. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Est-ce que on se mettrait à prendre un, je sais pas moi, un verre de kidouche, ou alors là où on allume les miroirs pour en faire un éclairage pour aller s'éclairer dans la cave? Mais ça serait horrible. Ce beau chandelier qui est là, qui préside, n'est-ce pas, à la table du Shabbat, je vais m'en servir pour taper les coups, pour accrocher un tableau. Il y a le respect de l'objet. Le drapeau, le fameux drapeau, maintenant je reviens sur c'est pas ce thème, le fameux drapeau représente quoi? Il représente le pays qui m'abrite, cet endroit où je vis, et donc je dois avoir un respect. Et donc, on n'a pas condamné cette personne, finalement, à être exclue pas à être renvoyée, parce que, au fond, sa parole a dévié, mais pas du tout. C'est parce qu'il y a ici une trahison.
parce qu'il y a une infidélité. Or, que nous demande la Torah d'être fidèle, d'être loyal? C'est un thème que vous pouvez développer, mais c'est extraordinaire. Et évidemment, les questions vont fuser. Oui, mais alors quoi? Mais pourtant, notre pays, c'est Israël. Mes enfants, sachez que l'endroit qui nous abrite, eh bien, nous devons être reconnaissants. L'endroit qui nous abrite, nous devons le bénir. Et effectivement, voilà, pour le gouvernement qui dirige, etc., vous savez que dans les synagogues, il y a des marottes, et que parfois, eh bien, on doit faire attention lorsque le drapeau du pays est là, on doit le respecter, etc. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut créer dans l'esprit de l'enfant. Alors après, il faudra expliquer, évidemment, la terre d'Israël. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est en plein dans l'actualité, toute cette histoire. Hein. Oui, est-ce que oui, Israël, est-ce que c'est la France? Vous faites partie de quoi? Petit, de tas. Bon, c'est encore un autre sujet. On peut débattre, évidemment, avec, pour des élèves de lycée, pour des grands élèves. Mais sinon, de manière générale, leur apprendre qu'effectivement, on doit être plein de gratitude, akarat hatov. Et ça, je crois que c'est aussi un thème qu'on peut développer tout le temps. Karatatov, la reconnaissance, le remerciement. Hum. Bon, ben, j'attends vos réactions. Absolument, c'est quelques minutes pour, merci Madame, quelques minutes pour échanger. Si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire en levant la main grâce à- à Zoom ou prendre la parole simplement en ouvrant votre micro s'il n'y a pas de... Je regarde s'il y a des Ne mains. vous gênez pas, hein. Qui Ouais, me dit mon conseil? ils sont, ils sont encore Bernard, timides. montrez votre désaccord. Je n'attends que ça. Ils sont encore timides. Ça va peut-être venir encore après. Alors, en attendant que les questions viennent, Oui, on va passer à la deuxième intervenante. Tu en es d'accord? il n'y a pas de souci. Alors, la deuxième intervenante, c'est Vanessa Roy. Bienvenue, Vanessa, qui est directrice fondatrice de l'école Tsoar à Créteil et qui a voulu, quand elle a créé son école, faire quelque chose qui venait diversifier l'offre et faire un lieu qui soit un lieu de vie, d'épanouissement, en tablant notamment sur le rythme scolaire, sur des activités extrascolaires pour les élèves qu'elle accueille. C'est aujourd'hui une école bien pleine à Créteil. Et il nous a semblé aussi intéressant de revenir sur cette manière d'habiter la paracha dans l'école tout au long de la semaine. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse nous expliquer ce qui se passe chez vous et comment Merci, vous organisez tout ça. merci, Merci, Vanessa. merci beaucoup. Merci à vous. Alors, quand Laura Wapnin parlait de trac avant d'enseigner, c'est un peu ça, toutes ces fenêtres ouvertes. On a du mal, hein, depuis le Covid, j'arrive toujours pas à m'habituer à Oui, cette oui, oui. fonctionnalité très pratique demeurant, même pour nos concertations pédagogiques, ça nous rend service. Mais c'est vrai que le Zoom, c'est pas un exercice facile. Alors, moi, j'ai pensé un peu les choses comme ça. Bon, j'appelle ça du partage, hein, bien entendu, parce que bah, au Chem, on a un beau 30 participants de professeurs de Kodesh, c'est magnifique. Je pensais d'abord revenir un peu sur qu'est-ce que la paracha. Ensuite, passer sur la différence entre l'étude du Chumash et de la paracha. Et en dernier point, je vais partager la programmation que nous avons fait pour l'étude de la paracha à Tsoar. Donc, Tsoar, c'est du Ganon jusqu'en CM2, c'est une école primaire. Et une petite boîte à idées, parce que je sais, parce que moi-même, je suis enseignante, je suis professeure des écoles à la base et je suis effectivement directrice d'école et fondatrice de Tsoar. Donc, je sais que nous, les enseignants, on a besoin d'avoir du tarles. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se passe en classe concrètement? Alors, pour revenir sur le premier point, qu'est-ce que la paracha? Eh ben, ça m'a amené à remonter un peu, à réfléchir, parce que tout compte fait, dans le Sefer Torah, hein, on sait bien qu'il n'y a pas de découpage de paracha. On a un seul rouleau avec des parachutes Torot et Stumot, etc., mais on n'a pas. Quant à la lecture publique des parties de la Torah, on la retrouve dans le Chumash avec la mitzvah de la lecture du roi, la fameuse année de Hakel.
C'est après Moshe Rabbeinu qui a institué la lecture en public les Shabbatot et les fêtes. Et après, Ezra Sofer, lui, il a ajouté le lundi, le jeudi et le Mitrat Shabbat. Pourquoi il a ajouté en plus du Shabbat? Parce qu'il a dit qu'un juif ne pouvait rester plus de 2 jours sans être en relation avec la Torah. Alors, on comprend par là que, bien sûr, le juif, la connexion qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, il se fait au travers des mitzvot. La pratique du juif est extrêmement importante. Mais il y a cette phrase-là qu'on retrouve, Israël, Raïta et Kucha Berichu, Kolachad. Ça veut dire que Dieu, comment un juif il se connecte avec Akadosh Baruch Hu, c'est par la Torah. Quand un juif il s'approche de la Torah, quand il lit la Torah, quand il étudie, il peut se connecter d'une façon très forte avec Akadosh Baruch Hu, d'où cette volonté de lire la paracha, pas seulement le Shabbat, dans les Minyanim, mais aussi tous ces 2 jours-là. Concrètement, nous-mêmes, en tant que juifs, en tant qu'enseignants, eh bien, quand on note la date au tableau, Ayom, Yom, Revi, Chava, Vader, Adar, Aleph, on marque paracha, parachat Vayekel, en l'occurrence pour cette paracha. Donc, on voit bien que toute la semaine, les enfants ont au tableau le nom de la paracha avec la date. La date fluctue, la paracha, une fois par semaine, tous les lundis, allez, on change. Et c'est effectivement aussi un exercice très intéressant. J'ai vu dans certaines classes où on apprend toute la liste des parachutes pour justement se repérer dans la semaine et pas seulement dans le jour. Et le juif, peu importe l'endroit où se trouve dans le monde, la paracha reste une référence de temporalité. C'est-à-dire que vous avez voyagé dans n'importe quel pays, vous vous retrouvez dans un Beth Knesset, vous trouvez un feuillet où il y a marqué la paracha un tel, vous savez que voilà, vous êtes dans le Inyan de la semaine, c'est cette paracha dont on va traiter aujourd'hui. Ensuite, donc on comprend par là encore plus que cet extrait de la Torah qu'on a l'habitude de parcourir, c'est une dimension perpétuelle et c'est pas un texte de plus de liturgie, même si ça se chante, etc. D'ailleurs, dans un Sefer Torah, on a simplement les lettres et les tagines. On n'a pas ni les nekudot, ni les ta'amim. Et donc, ça, je le tiens de mon mari, la lecture, en réalité, c'est ce qui vient, c'est qui permet de dévoiler le niveau du divin par rapport à l'homme. C'est-à-dire qu'on a les otiotes, on a les tagines, et on n'a pas le droit de rajouter dans Sefer Torah ni les ta'amim, ni les nekudot. Parce que c'est quand l'homme il va lire la Torah qu'il va dévoiler tout ce divin qui est caché dans les lettres et les tagines. C'est nous, par notre oralité, qu'on va réussir à dévoiler ce divin-là. Donc en fait, on voit que ce inyan de la paracha qu'on a toutes les semaines, il est porteur de sens extraordinaire. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, on doit se rendre compte que quand on aborde la paracha, on n'aborde pas un texte de plus de la Torah. Ce n'est pas possible de considérer les choses de cette façon-là. Donc c'est pour ça qu'il me semblait important de le remettre quand même à l'ordre du jour. C'est pour ça que dans certaines communautés, on a pour cette habitude, dans le Shulchan Aruch, d'ailleurs, on voit qu'il y a une mitzvah de faire Shnei Mikra Ve'echad Targum tous les jours. On le trouve aussi dans le Chok l'Israël. Et dans les communautés Chabad, on fait la notion de chitat, que vous avez sûrement entendu parler, où on lit la montée de la Torah journalièrement. Aujourd'hui, on est Yom Revi'i, donc on lit le Revi'i de la parasha de Vayekel. De cette façon, on peut dire, comme le dit le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, vivre avec le temps. C'est ça, vivre avec le temps. C'est vivre avec sa paracha. Donc, la Torah, c'est pas seulement une histoire. C'est une histoire avec un corps, mais ce qui nous intéresse dans la Torah, c'est plus la Neshama. Et cette Neshama, c'est quoi? C'est les idées qu'on va trouver, c'est les forces qu'on va trouver au travers de l'histoire. C'est véritablement ça le message d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, bon, il est inutile de répéter que Torah vient étymologiquement, c'est Ora, l'enseignement. Car toutes ces histoires qu'on est en train de raconter au travers de la paracha, ces lois qu'on va retrouver, là, l'essentiel, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, dans son infini message, chacun dans la paracha va trouver une source d'inspiration pour devenir le juif, celui qui doit être. Bien sûr, on trouve des mitzvot dans certaines, mais dans d'autres, on va trouver simplement des histoires ou des passages de notre histoire. Et de là, on doit véritablement, il y a un message à travers tout ça. Et ce message-là, c'est celui-ci qu'on va faire passer au travers de nos enseignements. Maintenant,
Oui, Parashat Shavua, mais c'est le même support. C'est-à-dire que c'est, d'ailleurs, c'est important de montrer aux enfants que le Chumash, c'est le Sefer Torah et que tout ça, c'est Parashat Shavua et c'est le même Chumash qu'on étudie dans le texte. Donc la différence, il n'y en a pas, puisque c'est le même texte. C'est l'exploitation qui va être différente. Le Chumash, il est analytique. Et en même temps, on peut on peut l'étudier dans n'importe quel ordre. Certaines écoles commencent par étudier Bereshit, d'autres vont commencer par Vaikra. Alors que la paracha, on est assujetti par le rythme du rouleau, en fin de compte. Là, le Chumash, ça va être beaucoup plus intensif. Il y a des écoles qui font tout juste une paracha par an, il y en a d'autres qui vont arriver à 3, selon le nombre, naturellement, d'heures de Kodesh qu'on nous alloue, malheureusement. Mais on va être dans ce Mefarech plus ce Mefarech, etc. Et on va décider de décortiquer le Passouk, le Pérec, etc. Alors que dans la paracha, on va être plus dans le synthétique. On va se retrouver à décider nous-mêmes de mettre un zoom sur un point particulier de la paracha. Naturellement, on va davantage s'intéresser à chaque détail dans les lectures du Chumash, alors que dans la paracha, on va en balayer quelques-uns. Donc, selon le support et selon la maturité des élèves, le Chumash va s'étudier d'une certaine façon et la paracha, par contre, elle va nous permettre de mettre des liens particuliers entre notre calendrier et la paracha qui est proposée. Donc ça, c'était pour revenir sur le point de la différence qui était entre le Chumash et la paracha Shavua. Maintenant, comment alors on peut répéter chaque année les mêmes enseignements? Parce qu'autant un enfant qui va faire Bereshit en CP et après il va faire Lech Lecha en CE1, etc., etc., il y a véritablement un nouveau message qui est porté. Mais la parashat Shavua, c'est-à-dire combien de fois on va répéter la même histoire. D'ailleurs, il y a une blague comme ça qui dit qu'un jour, il y a une femme qui était devant l'histoire de Yosef avec ses frères et elle dit mais non, mais Yosef, il faut pas qu'il retourne voir ses frères. Il s'est pas rappelé, il n'a pas retenu la leçon qui s'est passée l'année dernière. Ils vont finir par le vendre. Donc, comment, quand on va faire découvrir quelque chose à des élèves, nous qui aimons bien, quand on enseigne, jouer sur la notion de suspense, qu'est-ce qui va se passer, etc., en fin de compte, on va répéter, les enfants, ils la connaissent, oui, bah, Yosef, il va retourner, et ses frères, ils vont le vendre, et etc., etc., etc. Donc, je vais revenir sur un point extrêmement important que j'ai particulièrement à cœur, c'est que c'est vrai qu'en Kodesh, on n'a pas des programmes nationaux comme on a en Chol. En professeur des écoles, on a les instructions officielles, on a les programmations, les progressions, on a un pléthore de ressources pour s'organiser dans le temps, hein, par cycle, par classe. En Kodesh, et encore, bah, on commence à bien véritablement à s'organiser de façon un peu plus nationale. Mais c'est vrai qu'on les professeurs de Kodesh, on a l'impression que, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Ah, tel paracha, mais comment ça se passe? Et pour Parashat Shavua, difficile, on n'a pas véritable. Donc, il faut s'organiser entre les profs de Kodesh. Il faut véritablement, on a peut-être, je ne sais pas, dans certaines écoles, il y a des réunions de concertation entre les professeurs de Kodesh ou pas. Mais moi, j'ai trouvé une très bonne alternative parce que je suis dans des locaux où je n'ai pas de salle de prof, etc. Le fameux groupe WhatsApp qui est le plus usité et dont on se sert pour tellement de choses superflues. Groupe WhatsApp de profs de Kodesh où on va réfléchir en amont à comment on va organiser nos apprentissages au travers des classes et du cycle. On ne peut pas décider, nous, de traiter ce sujet sans savoir si son prédécesseur l'a déjà fait. Il n'y a aucun intérêt. Après, on se demande comment c'est possible que les enfants s'ennuient et manquent de curiosité pendant le cours de Kodesh, alors que nous, on sait très bien en tant que prof combien la Torah, elle est infinie. Donc, ça demande effectivement à réfléchir en amont avec son équipe. Le Kodesh, c'est aussi et surtout un domaine d'apprentissage qui développe des compétences fondamentales pour nos enfants. Parce que, outre les savoirs qu'il apporte, à l'Arpique, etc., des savoirs, des connaissances de notre histoire, le Kodesh, c'est le savoir-faire et un savoir-être. Je dis souvent que je connais moins la Bible qu'un curé. Peut se permettre comme ça de citer des versets avec exactement de quel pérec il s'agit, de quel paracha. Et je dis, waouh, quelle culture. Mais moi, ma Torah, elle me sert je la pratique.
Et d'où la Torah qu'on enseigne à nos élèves, c'est pas pour en faire, pour qu'ils soient un puits de connaissances. C'est véritablement pour qu'on arrive à dégager de ça des savoir-être et des savoir-faire. Donc, la parashat Hashavua, elle fait partie de ce bagage-là. Bien entendu, comme Rav Waknin l'a dit précédemment, pour enseigner, il faut maîtriser. Donc, très souvent, quand on enseigne le Kodesh, on a tendance, et trop tendance à penser que nos années de séminaire ou de yeshiva, ils peuvent nous suffire parce qu'effectivement, parashat Bereshit, c'est bon. Et encore, même certaines qu'on a véritablement étudiées pendant une année entière au séminaire ou en yeshiva, on dit, ben, je maîtrise. Eh bien, non, non. Comme disait Laura Waknin, aujourd'hui, on a un pléthore de livres qui peuvent nous servir aussi de nous renouveler. Et nous-mêmes, on le voit. Moi qui étudie Chumash, la montée chaque matin, chaque année, je trouve quelque chose de différent. Mais dans le même Rashi, dans le même Passouk. Comment ça se passe? Donc, quand on va préparer, d'abord, il y a une notion de chayut qu'on va donner. Quand on prépare son cours dans n'importe quel domaine d'apprentissage, quand on le prépare, on porte un message avec une plus grande ardeur. On a au fond, comme ça, de notre préparation, c'est exactement chaque mot, il va avoir, chaque choix de terme va avoir la portée d'une idée. Donc, on ne peut pas venir et décider que sous prétexte que Parashat Hashavua, ça fait 50 ans, moins quand même, que je la traverse, eh ben, je la maîtrise et c'est pas grave, je saurai toujours quoi lui dire. Ça, c'est pas possible du tout. Pour rappel, on sert d'exemplarité. Quand on veut véritablement être porteur d'une connaissance, on a d'abord une posture à avoir. Et un cours préparé, vous le savez très bien, ça se sent, on n'a pas besoin de se mentir. Je vous répète, je suis enseignante. Et il y a des cours que je prépare super bien et je sors, je me suis envolée avec mes élèves. Et il y en a d'autres où malheureusement, je n'ai pas pu le faire super bien, ben, je n'ai pas trop décollé. Et j'espère qu'eux, un peu plus que moi. Donc, extrêmement important, la préparation, ne pas se servir simplement de ses bagages personnels pour entrer en classe, et encore plus pour la parashat Hashavua. Il y a un adage chassidique qui dit que seule une éponge remplie d'eau peut en imbiber une autre. Donc, vous voyez à quel point il faut être gorgé. J'ai pensé à 4 objectifs pour l'étude de la paracha. Connaître, d'abord, petit 1, connaître chaque paracha, le nom de la paracha. Donc ça, c'est le béaba. Vous avez les enfants qui chantent la paracha de la semaine s'appellent. Une fois, j'ai demandé à mon petit-fils comment elle s'appelle la paracha. Il m'a répondu de la semaine. Donc, ils savent qu'il y a un nom. Maintenant, il faut le retenir. Ensuite, connaître les sujets de la paracha qu'on aura choisi. Ensuite, en 3e point, j'ai noté préparer l'élève à un moment spirituel, émotionnel et intellectuel pour Shabbat. Parce que l'intellectuel, bien sûr, parce qu'on l'a préparé, il y a véritablement une connaissance, il y a quelque chose qui fait de l'ordre de l'intellect, pas besoin dessus. Spirituel, parce qu'on a compris le lien qu'il y a entre la Torah et le juif. Émotionnel, parce qu'il va porter une émotion dans cette paracha, selon comment nous, on a porté même cette émotion, et mis à part le fait qu'il va être porteur d'un message. Donc, il y a un vrai travail émotionnel, de posture d'orateur. Et ça, on va en parler aussi. 4e point, avoir les moyens de s'exprimer au travers de toutes les compétences langagières. Il faut oser entrer en communication. Dire pour être entendu et compris, c'est pas le tout. Ok, j'ai entendu ton message, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris. Tout ça, ça se prépare aussi avec nous. Quand on prend des points de la paracha et qu'on a structuré tout ce qu'on a étudié dans la semaine, bien entendu avec les enfants, sur la paracha Hashavua, c'est pas stam une histoire. Il y a quelque chose, selon les niveaux de classe, fait véritablement que l'enfant il parte avec un schéma de pensée. Donc, je préconise, bien entendu, comme on l'a dit, et je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus. Et moi, à mon époque, à l'école, on prenait la paracha le vendredi. C'était la journée cool, il y avait parachat Hashavua. Aujourd'hui, on a bien compris que ça doit faire partie d'une routine dans les apprentissages. Et c'est tout à fait logique pour la parachat Hashavua, puisqu'on a une véritable notion de temporalité. Donc, chaque jour, chez les plus grands, nous, à l'école, à Tsoar, on le fait après la tfila, ça fait partie du Seder des Yoma. On a la tfila, après la date, on raconte la paracha. Chez les plus petits, en maternelle, on a souvent ce moment qu'on appelle la lecture plaisir.
les enseignants, ils vont dire, ah non, mais c'est lecture plaisir. Donc, ça ne rentre pas dans le projet, oui, c'est en réseau, etc. Mais là, c'est vraiment pour le kiff. Eh bien, la paracha Tashavua, oui, si on la raconte comme a dit Rav Waknin, avec toutes ces compétences théâtrales, etc., qu'on peut mettre en œuvre, c'est de la lecture plaisir, c'est l'histoire on va revenir dessus. Et on sait combien, dans les petites classes, les enfants, ça ne les dérange pas d'écouter 150 000 fois le même album. Non, non, raconte-moi encore ce même album. Mais on l'a raconté déjà. Non, non, encore une fois et encore une fois. Donc, revenir sur ces histoires en maternelle et dans les plus grandes classes, donc, faire véritablement que ce soit une routine, que les enfants, tous les jours, ils soient en rapport avec la paracha. Alors, comme je vous ai dit, je vais partager avec vous la programmation que nous avons à Tsoar. Alors, j'irai plutôt qu'au cycle 1, c'est-à-dire tout ce qui est GAN, maternelle, on est plutôt sur l'histoire de notre peuple. Alors, je sais que on a pas mal de professeurs de Kodesh qui aiment bien rentrer sur les habits des Kohanim, sur le Mishkan, etc. C'est bien parce que de toute manière, si on reste fidèle à ce que j'ai dit, se connecter à la Torah, ça peut faire que du bien. Mais on n'est pas là non plus pour balayer quelque chose, on essaye véritablement de construire nos élèves. Alors, le fait de se focaliser sur l'histoire de notre peuple au cycle 1, d'abord, ça permet de mettre en place les fondamentaux, hein, tout simplement. Nos élèves, ils doivent comprendre que quand on parle d'Abraham, c'est pas Abraham, Israël, Yaakov, Stam. C'est Abraham Avinu. C'est-à-dire que c'est le père du père de mon grand-père, de mon grand-père, de mon grand-père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis là, comme je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel lien, Rav Waknin, comme vous êtes rentré dans la classe et vous allez dire, bah, mais c'est mes petits-enfants, ils sont en train d'apprendre. C'est exactement ça. Je surkiffe, comme diraient les jeunes aujourd'hui, exceptionnel. C'est-à-dire que créer le lien dans l'histoire qu'on va raconter aux enfants. Donc pendant toutes les années de GAN, nous, on a une préférence pour revenir sur l'histoire, pas sur la paracha. Oui, on peut donner le nom de la paracha, mais en sachant que les enfants n'ont pas encore suffisamment développé tout ce qui est de l'ordre de la temporalité, ils ont du mal à se repérer dans le temps, dans les petites classes, je ne vois pas trop l'intérêt véritablement d'organiser ça dans le temps. Bon, ils sont à table, on leur demande quel est le nom de la paracha, si vous avez de la chance, il ne vous répondra pas de la semaine, mais c'est, voilà. Par contre, raconter en détail l'histoire d'Adam Arishon, d'Abraham, etc., ça, vous aurez bien compris qu'à ce moment-là, on est sur l'essentiel. Parce qu'on est en train de lui construire une image complète de l'identité de notre peuple, de son peuple. Et quand on travaille la généalogie dans des moments de l'année en Chol, on voit bien qu'on peut passer énormément de temps sur cet arbre généalogique, mais faire prendre conscience aux enfants que de là, de mon arrière-grand-père, si je suis capable de le nommer, eh bien, on peut monter jusqu'à Baruch Hashem, Abraham Avinu. Et donc, on va organiser la programmation sur l'histoire des Havot. Après, on va avoir la promesse de la terre d'Israël, la descente en Égypte, pardon, l'esclavage de nos ancêtres, la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Et donc, ce flux important d'informations, ils vont leur permettre de revenir sur la construction de cette émouna que nous avons, pardon. Comment ça va se faire? L'enseignant, l'enseignante, elle va avoir le chumash à la main. Alors oui, les enfants, surtout aujourd'hui, ont besoin de voir des images colorées, voilà, pour rentrer dans le personnage, etc. Mais les livres qui nous sont extrêmement chers, hein, parce que je sais, moi, mes profs, ils passent mon temps à dire, est-ce qu'on a un livre sur tel paracha ou sur tel paracha? Je suis tout à fait d'accord. Mais pour les petites maternelles, ça peut être un énième album de littérature de jeunesse. Or, nous, ce qu'on veut construire, c'est cette shayachout à la Torah. On a le chumash à la main, on raconte l'histoire de Adam, de Abraham, et même on balaye le texte et on peut même de temps en temps prendre un passage et dire ah, mais c'est fantastique, là, vous vous rendez compte, là, ce qui s'est passé avec Abraham. On est en maternelle, on n'est pas loin de leur zone de compréhension, pas du tout, au contraire. Et encore plus aujourd'hui, quand vous savez que certains passages de la Bible ont été repris en dessin animé.
il m'est arrivé de devoir, en CM2, me semble-t-il, déconstruire les images de Youssef ou parce il avait vu en dessin animé. Je suis attendez. Maintenant, on va regarder dans le Chumash, là. Je ne suis pas d'accord avec cette vision. Nous, on va vérifier. Celui qui l'a écrit, il n'a pas étudié la Torah. Nous, on va aller vérifier dans la Torah. Donc, la Parashat Shavua, en cycle 1, c'est l'histoire de notre peuple. Donc, je sais pas, je n'ai pas vu le timing, je ne vais pas vous prendre la programmation exhaustive. Je pourrais la partager si vous en avez l'utilité. Et bien entendu, quand on va raconter, inutile de revenir sur tout le wow du théâtre pour que les enfants vivent avec les personnages. Les GAN 3, ben, ça dépend de la maturité. Moi, je suis David Lélé, encore dans le monde de l'histoire du peuple. Mais bien entendu, on peut se relier à la paracha. Chez nous, de temps en temps, on a la paracha pour les enfants. Chaque enfant son histoire. Je sais que également, il va intervenir dans ce module. Et les enfants regardent parfois la vidéo à une seule condition. Parce que, attention, que ce ne soit pas l'occupationnel. On connaît l'écran babysitter, que ce soit exploité par la suite, avec véritablement des questions de compréhension, ou alors de rejouer un certain personnage de l'histoire, etc. Vous avez aussi en audio la paracha en chanson, que tous les jours à l'accueil, vous pouvez mettre. Parce que au niveau des paroles de ces chansons-là, on a une belle trame de la paracha. C'est dommage de s'en priver. Pendant des années, en tout cas, nous, quand on a grandi, on n'avait pas tous ces outils-là en classe. Et je tire mon chapeau aux enseignants parce qu'ils avaient beaucoup moins d'outils que nous. Pour les classes élémentaires, la paracha n'est pas une matière travaillée uniquement le jeudi ou le vendredi, hein, bien entendu. On le fait après la tfila. Et donc, au CP, on travaille sur l'histoire brute de la paracha. CE1, alors c'est pas à ce point-là cloisonné, vous-même, vous savez bien, dans le classe, c'est pas à ce point-là, mais plus ou moins, voilà, par rapport à la maturité de nos élèves. Au CE1, on va y apporter quelques midrashim. Au CE2, là, on va commencer à extraire de la paracha les midotes ou certaines notions à travailler. Donc, on a le plan de la paracha, et là, on va pouvoir s'approfondir sur un point qui nous intéresse. Alors, j'ai apporté également, alors moi je ne sais pas faire partage d'écran, nous on travaille sur ce livret-là, très bien fait, c'est Paracha Kids. Et en CE2, vous avez pour chaque paracha le plan de la paracha. Et même à la fin, vous avez des jeux que les enfants peuvent faire un peu pour se remémorer. Et je sais que les jeux plaisent beaucoup. Et donc, les élèves ont le livre, l'enseignante lit les points au début d'année, après, plus tard dans les CE même qui vont les préparer, et ça permet véritablement d'avoir le plan de la paracha. Inutile, moi je dis toujours aux profs, n'allez pas vous passer des heures à créer ce qui existe déjà, préparez autre chose. Au CE2, quand par exemple, on va s'arrêter sur un point de la paracha Vayakel, début de la paracha, rappel sur Shabbat, après on est sur les Trumot sur le Mishkan, et là, j'écris au tableau, il faut de tout pour faire un monde. Alors à mon époque, quand on disait il faut de tout pour faire un monde, on disait ça quand il y avait des fous dans la rue, on disait bah, eux aussi ils font partie du monde. Donc on lance un débat là-dessus. Et alors, je ne vous dis pas de faire ça toutes les semaines, mais c'est juste pour varier les pratiques. Et on arrive à la conclusion où ben, la nécessité du singulier pour créer la pluralité. Et après, on ouvre la paracha et on voit combien chacun, peu importe son statut, il a donné pour contribuer au Mishkan. Et on est parti sur une phrase tout à fait roll, complètement roll, et on est allé chercher cette source-là dans la Torah. Parce qu'en faisant ces allers-retours entre des phrases, des idées, des problématiques que les enfants rencontrent au quotidien, dans leur vie, dans leur construction, eh bien, en fait, on arrive après, quand on le met en lien avec la paracha, de dire « vous savez, tout ça, on en parle maintenant, mais c'est vieux de Baruch Hashem, de combien de milliers d'années. Nous, on a tout dans la Torah. Il faut juste s'y référer. Si un élève, si un enfant juif, il grandit en devenant Bezrat Hashem un adulte juif, en faisant des allers-retours, en allant chercher tout dans la Torah, alors on aura réussi. Donc, prendre ces notions et après faire un retour sur la Parashat Shavua, parce que quand on l'a dit Parashat Shavua, c'est tellement... On fait
combien? 30 et quelques parachiotes chaque année? On peut faire ces allers-retours. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. Ces examens CM2, eux, c'est quasiment le même livre, mais là, c'est par montée. Ils travaillent par montée. Il y a un élève chaque jour qui est responsable d'expliquer la montée à ses camarades. Donc, ça nécessite un travail à l'écrit en amont, une préparation naturellement en devoir. Il prépare son écrit, il apprend à le dire devant ses camarades. Donc, vous imaginez combien de compétences langagières qui sont mises en place à ce moment-là. Il y a un travail d'écriture au préalable, extrêmement important. Et tous les jours, on fait chaque montée. Le lundi, il fait le Rishon et le Sheni. Le jeudi et le vendredi, vous avez compris, Shishi et Shei. Et à la fin de la semaine, les élèves qui sont responsables du Kabbalat Shabbat, parce que Kabbalat Shabbat, à Tsoar, on le garde jusqu'en CM2, à part quand, à partir du CP, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de table de Kabbalat Shabbat, il y a livret Torah et préparation de jeu. Donc, ils arrivent, les élèves responsables du vendredi, ils arrivent avec un quiz et ils posent des questions à leurs camarades. Et les plus sympathiques amènent même des petites surprises pour récompenser les bonnes réponses. Et là, l'émulation est totale. Et on a repris tout l'apprentissage de la paracha de toute la semaine. Donc, alors où j'en suis, je reprends pour rien oublier. Ouais. De plus, on voit bien, comme on l'a dit, que la paracha elle lie tout le peuple. Et on a cet aller-retour entre la maison et l'école. Donc, autant, c'est vrai que peut-être le chumash et les autres matières, on va s'asseoir plus avec son enfant pour le réviser la veille d'un mifran. Autant la parachat Shavua, on la retrouve toutes les semaines et véritablement, elle peut meubler le Dvar Torah pas meubler, mais vraiment être carrément à la place, elle trouve toute sa place le Shabbat à la maison. Donc, étant donné que nous manquons cruellement de temps, les professeurs de Kodesh, vous avez vu que je m'inclus dedans, je veux revenir sur un point essentiel. D'abord, il faut se rappeler je suis ni la première ni la dernière. Avant moi, il a rencontré un prof, et après moi, il rencontrera encore un autre prof. Donc, déjà, ça, il faut se servir des prérequis de nos élèves et ne pas reprendre ce qu'il a vu les années précédentes. Si en cycle 1, il a vu l'histoire, quand on arrive dans les classes plus grandes, on n'a pas besoin de revenir à ce moment-là sur l'histoire si elle est bien installée. Et j'ai retrouvé une idée très intéressante en préparant ça. Préparer un classeur du CP jusqu'au CM2, parachat à Shavua. On a ça, par exemple, pour le cahier de poésie, pour éviter que les enfants apprennent le corbeau et le renard 10 fois dans le cycle. La même chose en parachat à Shavua, puisqu'on les retrouve sur tout le cycle, avoir un classeur par année. Et là, empiler à chaque fois avec les variantes, les thématiques, etc. Ensuite, pour d'autres idées, mettre en place des activités cognitives, bien entendu. Et je reviens sur une idée très forte que j'ai appelée la problématisation, par extension du terme. Ne pas raconter la parachat à Shavua, simplement je raconte, même si je théâtralise, et les enfants écoutent. On ne pas voir les enfants comme des cruches à remplir, c'est pas possible. Plutôt prendre la parachat à Shavua avec une problématique, avec une idée. Ouvrir le cours sur une notion, un débat, et ne pensez pas simplement au collège. Ça se fait très bien dans les petites classes. Et même en maternelle, j'ai vu des choses extraordinaires. Prendre un mefaresh, commencer par le mefaresh et dire, voilà, par exemple, là, il y a Shechet Yamim Ta'aseh Melacha. Ça veut dire quoi cette notion de Ta'aseh? C'est moi, c'est en forme passive. Et donc, il fallait prendre conscience à Akadosh Baruch Hu, la Ishtadout du juif, la part d'Akadosh Baruch Hu, comment terminer le travail, le Shabbat, comment s'arrêter. Il y a des tas de choses qu'on peut dire juste sur ce mot-là. Travailler sur l'amida de la paracha. Et là, je vais vous montrer encore 2 livres. Moi, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, hein, je suis désolée. Je pourrais envoyer des photos, Patrick, si vous voulez transmettre. Oui, mais oui. bon, vous devez sûrement l'avoir. Ma paracha, donc sur, je crois, 2 doubles pages, vous avez pas l'histoire, mais plutôt toutes les notions. Tel méfarèche, telle idée, etc. Très bon support. Et pour travailler sur les midot, nous, on a, entre autres, on a celui-ci aussi. Mais pour vous dire que ça existe, je ne vous dis pas courez l'acheter. Mais comme il a dit le Rav Waknin,
Vous rentrez dans une librairie aujourd'hui, c'est exceptionnel. Alors pour les hébraïsants, d'autant plus, mais même pour les non-hébraïsants, il y a énormément de ressources. Ah, on nous demande c'est de quel éditeur, quelle édition Lequel? cet ouvrage. Lequel? Là, on a interrogé Les sur deux. le dernier, visiblement. Question Weiss, Ouais. celui-ci? Oui. C'est en français, celui-ci. Alors celui-là, ça vient de la bibliothèque de mon mari. Je crois qu'il est aussi vieux que moi, je ne sais pas. Mais je pourrais vous envoyer. Bon. Mais il y en On a va, oui, d'autres. oui. Il y en a On d'autres. Il y va, en a d'autres, hein. On ne s'arrête pas là-dessus. Après, raconter une autre idée, raconter une histoire des tzadikim en lien avec la paracha. Pensez à la lumière des tzadikim. Il est sur plusieurs Sfarim. Bereshit, je crois, il y a Bereshit, Shemot, Veikra, peut-être certains d'entre vous l'ont. Et là, vous avez, par rapport à la paracha, une histoire de tzaddik. Pour les plus petits, relier les dessins de la paracha. Alors, on en trouve souvent le dessin à colorier de la paracha. Je ne suis pas fan, mais bon, voilà, disons qu'en fin de semaine, tout le monde est fatigué. De temps en temps, ça permet de revenir sur l'emblème de la paracha. Plutôt relier quelques dessins de la paracha avec des titres ou des phrases, mettre en scène les histoires fortes de la paracha. Nous, on a eu une année une Mora qui a pris la scène de la rencontre de Paro avec Aaron et Moshe. Surtout les déguisements d'Égyptiens, ils sont très faciles à trouver. Les parents, ils en ont souvent. Et elle nous avait fait carrément la scène. La porte était ouverte. Et les grands passaient, ils bavaient, ils voulaient rester en maternelle. Ils voulaient aller voir cette scène-là qui était travaillée par les plus petits. On peut prendre aussi encore une idée. Les grands vont raconter la paracha aux plus petits. Why not? Le regard chez l'ivrite. Vous prenez un mot dans la paracha, Maala, par exemple. On le rencontre. Qui a un talent et qui est aussi un escalier. Vous faites le lien entre le talent et permettre de monter vers soi-même. Solliciter les enfants à la maison, le journal de la paracha. Par groupe, écrire un article sur la paracha et le mettre en ligne, parce que souvent on dit on ne peut pas, il faut publier, il faut éditer. Mettez-le en ligne. Les parents, ils vont avoir un plaisir fou à lire ça. Et les enfants, c'est un très bon travail d'écriture. Vanessa, il nous faut conclure. C'est fini. Que les Très idées. bien. C'était l'essentiel. Le Ouais. Daka de la paracha, un élève qui s'enregistre et qui raconte la paracha. Je voulais donner des idées, je voulais pas que vous partiez sans. Et ensuite, savoir lire un passage de la paracha avec les ta'amim pour les plus grands. Et le dernier, un pasouk par cœur. Mon dernier, il a pris tous les premiers psukim de la paracha. Et quand c'était le moment de l'Agba, il adorait le trouver dans le Sefer Torah. Et à la fin de l'année, quand un enfant connaît 30 psukim de la paracha et qu'il est capable de lui dire, c'est beaucoup de nachat pour lui, déjà une grande satisfaction et pour les parents. Voilà. Bah, écoutez, J'ai merci. fait En très tout vite. cas, moi, vous m'avez donné envie de rajeunir et de retourner à l'école parce que, voilà, quand on n'a pas eu Merci. tout ça quand on était jeune, ça donne envie de revenir. Je ne l'ai pas eu non Euh, plus. Regardez, déjà sur ces deux parties, je pense qu'il est important qu'on puisse faire suivre à tous les participants quelques références après dans la semaine qui viendra, hein, la semaine prochaine, voilà, par mail et on mettra sur un groupe également les références que vous avez pu donner de manière à ce que ça puisse permettre aux gens d'aller voir, regarder, de comparer et de trouver de nouvelles références. Je ne sais pas s'il y a des questions autres sur cette partie-là. Je pense pas. Je n'ai pas vu d'autres questions non plus. Bon, donc on va continuer. Euh, Merci en tout cas pour cette première partie à Rav Adam Waktin et à Vanessa Rouar. Je pense que c'était deux visions de la vie de la paracha dans la classe qui sont importantes et qui sont enrichissantes. En tout cas, voilà, bien montrer que cette paracha, elle peut se vivre tout au long de la scolarité et en évitant les redites, c'est essentiel. Maintenant, on va passer à une partie qui est plus concrète, avec des outils, avec peut-être plus avec des supports pédagogiques qui vont venir compléter un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais dans la même complémentarité et la logique. Tout d'abord, Judith Wolf a créé il y a quelques années un concept donc, qui s'appelle la Simpra Box,
qui a créé au départ des activités au niveau familial pour des enfants avec leurs parents au moment des fêtes, au moment de Rosh Hashanah, au moment de Pessah, au moment de Shavuot, de Sukkot, des box d'activités pour que la fête ne soit pas juste quelque chose de théorique ou qui se passe au niveau des grands, mais qu'il puisse y avoir une vraie préparation au niveau des enfants, parfois les plus jeunes, qui puissent euh, agir, être avec leurs mains et pas simplement avec leur intellect dans l'entrée de la paracha. Depuis, elle continue différentes créations et on l'a sollicité aujourd'hui pour justement venir réfléchir avec les enseignants sur comment, autour de la paracha, on peut créer des activités manuelles qui vont venir faire en sorte que la paracha, ce soit j'allais dire, de la racine des cheveux, mais du cerveau jusqu'au bout des doigts. Parce qu'on sait très bien qu'en rendant les choses concrètes, en faisant, c'est aussi une manière d'apprendre, de rendre les choses concrètes. Ça nous semblait intéressant d'avoir ce nouvel éclairage. Merci Judith, Merci. à toi. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint pour vous montrer un petit peu d'abord ce que je fais et puis ensuite pour vous donner quelques pistes de réflexion concrètes. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça marche. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, c'est bon. Oui, 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 c'est bon. Mon Bon, diaporama, voilà, c'est parti. voilà. Donc, on est là pour s'interroger sur justement comment faire vivre la paracha tout au long de la semaine. Et donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu plus ce qu'est le projet Simcha Box. Donc, comme l'a dit Monsieur Petit-Voyon, c'est des box créatives pour la famille autour des fêtes juives. Euh, donc, il y a des travaux manuels, il y a un rappel de la fête juive, des travaux manuels, des supports, la présentation d'une œuvre d'art, les chansons, tous les supports qui vont faire vivre la paracha au sein du foyer pour une relation de transmission entre parents et enfants et aussi au sein de la fratrie. La Simcha Box, vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Instagram et également sur WhatsApp. On communiquera le numéro de téléphone si vous voulez nous rejoindre. C'est assez facile. Alors voilà un petit peu les projets que je partage sur ces différents supports. Donc il y a à la fois les créations qui sont en vente et qui sont présentées à chaque fête. Donc là on arrive à Purim. Il y a un théâtre d'ombre par exemple, des marionnettes, une pièce de théâtre, des supports qui vont vraiment servir à raconter l'histoire de Purim de façon ludique et créative. Il y a aussi de la papeterie, donc là par exemple un cahier de recettes qui va servir à transmettre des recettes de génération en génération. Mais je propose aussi des créations qui sont en libre accès, aussi bien pour les profs que pour les parents, avec des idées, des tutoriels, des idées créatives. Donc là, par exemple, dans les images qu'on voit, on retrouve la colombe qu'on peut retrouver à la parachute noire, mais aussi, c'était une création au tout début des événements en Israël, pour dire que notre espoir, c'était aussi d'aller vers la paix. On a le drapeau du Simchat Torah qui peut être imprimé et ensuite colorié et brandi le jour de Simchat Torah. On avait quelques idées culinaires autour de la fête de Simchat Torah, de Sukkot. Enfin bon, allez voir, je vous incite à aller regarder et à piocher un petit peu ce qui vous intéresse. Alors, je commence par cette phrase de Maria Montessori qui, je pense, est importante de comprendre sous ses différents aspects. Donc, elle nous dit que le secret de la réussite consiste à savoir stimuler intelligemment l'imagination de l'enfant pour ensuite éveiller l'intérêt dans son esprit et y faire germer les graines qui y auront été semées. C'est un peu ce qu'on a envie de faire dans les apprentissages globalement, mais là, on va parler plus particulièrement de la paracha. Ça va être d'abord de venir titiller l'enfant, de venir lui faire se poser des questions, de venir éveiller sa curiosité pour attirer son attention, pour qu'ensuite on puisse rentrer dans l'apprentissage. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel de commencer par attraper l'enfant pour ensuite le prendre par la main et qu'on aille ensemble vers le chemin de l'apprentissage. Alors maintenant, on va voir comment. Donc d'abord, quoi les activités créatives? Je pense que dans un apprentissage théorique, les difficultés, ça va être que le raconter comme ça dans un cours complètement théorique,
ça peut être loin des centres d'intérêt et des préoccupations des enfants, puisque comme on l'a dit, on peut avoir l'impression que c'est une histoire qui s'est passée il y a très très longtemps et qu'elle ne nous concerne pas directement. Et donc, bon, bah, on me raconte une histoire comme on m'aurait raconté autre chose, et puis finalement, j'y accroche pas et ça va pas aller plus loin. Ça peut être rébarbatif, répétitif, puisque j'ai l'impression qu'on me raconte la même histoire chaque année, qu'on y revient, que ça y est, je sais déjà, pourquoi on me la raconte encore. Ça peut être aussi peut-être trop conceptuel, puisqu'on peut être dans des histoires, ben voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parle du Mishkan, quand on parle du Beth Amikdash, en quoi ça me concerne, ça se fait plus aujourd'hui, ça va plus se faire, ça va se faire qu'à la venue de Mashiach, en quoi c'est concret. Ou parfois ça peut me sembler inutile. C'est des choses qui me concernent pas, qui concernent pas ma vie au quotidien. Bon ben, j'ai pas envie de creuser plus loin. Alors comment on va s'y prendre pour rendre ça un petit peu plus vivant et accrocher l'attention de l'enfant? Donc, ce qu'on cherche, comme on l'a dit, c'est éveiller la curiosité des enfants et donc leur intérêt pour un sujet. On va essayer de les faire apprendre en s'amusant, ce qui va aussi favoriser la mémorisation. Puisqu'on a éveillé sa curiosité, on l'a amené à participer à quelque chose, puisque une activité manuelle, l'enfant il devient actif, il est plus passif, donc il va mémoriser, parce qu'il va faire aussi avec ses mains et avec sa réflexion. On va casser la monotonie par de la nouveauté et de l'inédit. Là, tout d'un coup, il se passe quelque chose de différent des autres jours en classe, et donc, bah tiens, ça suscite peut-être mon intérêt. Et enfin, et surtout, peut-être le premier point qu'on aurait dû citer, vivre et transmettre la Torah dans la joie. Quand on a cette notion de joie dans la classe, de joie d'apprendre, de joie de l'apprentissage, de joie d'avoir fait quelque chose, d'avoir créé quelque chose avec ses mains, d'avoir inventé quelque chose, d'avoir participé à un travail de groupe, c'est important que cette joie elle soit véhiculée au sujet de la Torah et de la paracha. Alors, comment s'y prendre? Donc, comment s'y prendre pour éveiller la curiosité des enfants? On va essayer d'y répondre. Comment s'y prendre pour apporter du contexte et théâtraliser tout ça? Et comment faire vivre une expérience positive? Donc, en premier lieu, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on peut éveiller la curiosité des enfants d'abord par une question. Je peux tout à fait commencer mon cours en disant, bah tiens, est-ce que vous savez, vous, combien de fois on prononce le nom Moshe dans la paracha? Bah, on va peut-être chercher. Alors, bah tiens, je vous laisse 1 minute, 2 minutes, ce que vous voulez, pour chercher. Et puis ensuite, on va s'accrocher à ça pour commencer le cours. Mais on les aura déjà sollicités. On aura mobilisé la classe vers un apprentissage. La question, ça peut être tout à fait autre chose. Est-ce que vous savez dans cette paracha pourquoi tel ou tel, ou pourquoi une question à laquelle ils ont tout de suite la réponse, ou une question qui va nécessiter une recherche. Ça peut être aussi, je pose une question le lundi, vous avez jusqu'à demain pour apporter la réponse. Comme ça, je prends le travail fait en classe, je l'amène à la maison et je crée le lien aussi avec la famille. Parce que je trouve que la paracha, c'est vraiment un sujet intéressant pour faire le lien avec la famille. C'est un sujet sur lequel les parents vont facilement poser des questions à la table du Shabbat. Parfois, les Morotes proposent aussi des petites feuilles avec des questions qui vont remémorer aussi un petit peu les souvenirs des parents qui ne sont pas toujours très frais. Mais faire ce lien avec la famille, ça va aussi aider à ancrer l'apprentissage. Une autre idée, je vais créer un contexte inédit. Comme disait Ravouatmine tout à l'heure, ben, pourquoi la Mora ou le Moré, elle vient habillée entièrement en orange aujourd'hui? Alors, forcément, les enfants remarquent le tout. Donc, ils vont finir par poser la question, ou en tout cas se regarder les uns les autres et se poser la question. Ben, on parle de lavage tous aujourd'hui. Et hop, j'ai chopé leur attention, on est parti sur quelque chose. Créer un contexte inédit, ça peut être plein de choses. Au GAN, en primaire, même jusqu'au collège-lycée, ça peut être capter leur attention par quelque chose de spécial aujourd'hui. Je me souviens de mon fils qui était revenu un jour de maternelle, il était en GAN 1. Il me dit, mais maman, la Mora, elle avait un très, très, très gros ventre aujourd'hui. Bon, ok, peut-être que la Mora est enceinte, Mazal Tov, mais le lendemain, je me permets quand même de... Désolée, mais voilà, il m'a dit, mais oui, mais je suis venue avec un ballon sous ma robe parce qu'on a parlé de Rivka qui était enceinte de jumeaux. Et ben voilà, ça l'a marqué. Alors, il n'était pas capable de me restituer toutes les données encore, j'avais pas encore tous les éléments de la chose, mais c'est quelque chose qui l'a marqué et qui va peut-être le marquer durablement. Et là, on a commencé aussi à construire quelque chose. Utiliser un support inconnu. J'apporte un parchemin, je le fais toucher, je peux faire deviner, à votre avis, à quoi il sert,
en quoi il est fait. C'est du papyrus, d'autres, ils ont des petites connaissances, d'autres, je crois que c'est du parchemin, je crois que c'est un Torah, mais en quoi c'est fait, et pourquoi, et comment. Ils ont touché, ça les intéresse, et on est parti pour aborder le sujet. Autre idée, faire durer le suspense. De lundi, je commence à faire le teasing. Rendez-vous jeudi pour un super jeu. Vous allez voir, ça va être un jeu d'équipe. Venez habiller en telle couleur ou apporter un élément de chez vous. Apportez tous, je ne sais pas, essayez de trouver dans la rue une plume et on va se servir de cette plume. N'importe quoi qui peut éveiller leur curiosité et qui va faire que pendant les cours de récré, croyez bien qu'ils vont en parler entre eux. Ah, tu sais pas ce que ça va être jeudi? Non, mais la morale, elle a donné un indice et qu'est-ce que ça va être? Hop, on arrive jeudi, on a mobilisé toute leur attention et on est sûr qu'on va passer un bon moment. Casser la routine. Bah tiens, aujourd'hui, on va tous dans la cour. On va voir les arbres en fleurs. Et hop, ça va être l'occasion de parler de Birkatelle. Alors, vous avez compris que tout ça, ça peut s'utiliser pas seulement dans la parachat à chaque fois, ça peut s'utiliser dans le Tumat, ça peut s'utiliser dans les dynimes, ça peut s'utiliser sur toutes les valeurs morales que vous voulez enseigner en Kodesh, même en Chol, évidemment, mais tout ce qu'on va pouvoir utiliser pour éveiller la curiosité des enfants, ça va nous permettre ensuite d'arriver avec tout leur cerveau mobilisé pour ce nouvel apprentissage. Ensuite, donc, on va apporter un côté théâtral à la chose, créer une atmosphère particulière. Par exemple, Hachem a fait la promesse à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Un petit appareil qui s'achète sur Amazon, qui projetait toutes les étoiles au plafond. On commence la séance comme ça. On éteint les lumières, on lève la tête, on observe le silence, un petit bruit de fond, ce que vous voulez. Mais il s'est passé quelque chose. On a vécu un instant un petit peu suspendu et hop, on arrive à la notion qu'on veut travailler aujourd'hui. Rendre l'apprentissage concret. Je parle des dîners. Je parle de Afrashatrala. Il y a tellement de règles précises à retenir dans les classes de primaire sur Afrashatrala. Mais pourquoi je ne fais pas un atelier pratique Afrashatrala? J'amène la farine, j'amène l'eau, j'amène une bassine, je commence. Et en même temps qu'on casse un œuf, en même temps qu'on pèse une quantité, je parle des dynimes. Ça ne m'empêchera pas après de revenir sur un plus théorique avec les notions qui vont être écrites. Mais on aura vécu la chose. Je parle des dynimes, des tzitzit, j'apporte les fils, j'apporte le tissu et on commence à nouer ensemble, on commence à comprendre, on a expérimenté la chose, on ne reste pas dans du théorique. Se prendre au jeu, je me déguise, je mime une scène de la paracha. J'ai des souvenirs encore vifs dans mon esprit de professeurs qui en primaire avaient mimé certaines scènes de façon théâtrale et qui aujourd'hui, voilà, ça me reste en esprit et c'est pour moi un souvenir positif. Surprendre tout le monde. Alors, une des premières activités que j'avais proposées dans une des Simcha Box, c'était une petite pastille de colorant rouge à mettre dans l'eau. Alors, l'eau du bain ou une bassine, hein, ce qu'on veut. Et je transforme l'eau en sang. Mais les enfants, ils étaient épatés. Mais comment c'est possible? Je peux mettre ma main dedans, elle ressort pas rouge. Et voilà, je commence à parler de la plaie du sang. On a utilisé leur sens. Et dernier conseil sur ce point-là, n'hésitez pas à en faire trop. C'est jamais trop. Les enfants, ils ont besoin, aujourd'hui surtout, on est dans l'ère du numérique, ils sont impressionnés par des images, ils sont impressionnés par les écrans, ils sont impressionnés par toutes sortes de choses qui sont parfois choquantes quoi, pour leurs petits yeux. Dans une classe, croyez-moi, vous n'en ferez jamais trop pour essayer d'égaler tout ce qui peut être vu par ailleurs. Et enfin, donc, faire vivre la chose, mobiliser les 5 sens. Je pense vraiment que leur faire écouter une musique, les faire se déguiser eux, le professeur qui se déguise, leur faire toucher un objet inconnu comme on l'a dit avant, faire goûter un aliment, sentir une nouvelle odeur, c'est quelque chose qui marque et qui marque durablement. Et donc, ça a de l'utilité dans mon cours. Je veux parler de l'ouverture de la mer Rouge. Je fais écouter le chant, j'amène le tambourin. Je peux vous donner toutes sortes d'exemples et vous en avez aussi sûrement en tête. Mais je fais vivre ce que je suis en train de raconter. Ça aide à ancrer l'apprentissage. Je travaille aussi la cohésion de groupe. Je peux proposer un défi, un jeu en équipe, une chasse au trésor, un memory, un jeu de plateau, ce qu'on veut. Mais faire participer toute la classe ou par petits groupes à quelque chose qui va être vécu, et surtout on sait comment, à quel point à ces âges,
l'amitié et la cohésion dans la classe, elle peut être importante pour eux, bah, forcément, ça aide. Mettre les enfants en mouvement, on n'y pense pas assez, mais les faire sauter, courir, faire un parcours, euh, même pour l'apprentissage de l'alphabet. J'ai vu une Mora dans une des classes de mes enfants, elle mettait au sol le bâtard, le kamat, et en fonction de la lettre qui piochait, s'il y avait un bâtard ou un kamat en dessous, il devait aller sauter sur la lettre. Alors déjà, ils ont besoin de bouger à cet âge-là, donc je les fais bouger et ça évite que chacun gigote sur son banc et qu'il en ait marre de répéter à voix haute un texte qui peut être un peu barbant. Mais en plus, j'utilise tout le corps et donc le vécu, il est du corps entier. Et donc, ça entre aussi l'apprentissage d'une façon différente. Et en les rendant partenaires. C'est évident, mais il faut le dire, je peux leur laisser le choix dans certains actes d'apprentissage. Je fais appel à leur inventivité, à leur créativité pour écrire un dialogue, par exemple. Aujourd'hui, on va mimer telle scène de la paracha. À vous d'écrire en 5 minutes un petit dialogue que vous allez ensuite jouer devant toute la classe. Ça peut se passer en petits groupes. Donc, voilà, tous ces éléments que je vous ai cités, bien sûr, ils peuvent être regroupés sur une même activité. Alors, je voulais vous dire que tout ce qu'on s'est dit, vous l'avez chacun vécu dans vos classes quand vous êtes en maternelle, ou vous-même vous en avez peut-être le souvenir de votre propre maternelle, c'est Kabbalah Shabbat. C'est un exemple vraiment concret et qui revient toutes les semaines de faire vivre la chose à l'enfant. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont en attente et ils ont l'excitation que chacun fasse à leur tour quand ils sont papa ou maman du Shabbat. Donc il y a cet effet d'attente et d'un peu de teasing. Ensuite, l'expérience, elle est vécue directement par l'enfant. On est d'accord que l'enfant est acteur de la scène. Il est au centre de l'attention. Il est plus spectateur. Tous les enfants sont sollicités et tous les sens de l'enfant sont sollicités. On voit les bougies, l'œil, on chante, Super. On se fait un petit café là. Il est on se 15h20. déplace. Merci de fermer vos micros quand vous ne parlez pas. On se déplace dans la classe, tout le corps est sollicité, le papa va à la synagogue, il revient, la maman allume les bougies, elle fait les mouvements, etc. On a des sensations sur le corps, puisqu'en général, le papa de Shabbat, c'est un chapeau, la maman, un foulard. On a le sens du goût aussi, puisqu'on goûte le jus de raisin ou on mange le petit bout de pain. Pourquoi pas l'odorat aussi, parce que parfois, on sent les bessamines. Et tout ça, ça va créer un souvenir positif et heureux qui va souvent aussi être en lien avec la maison, puisqu'il va être raconté, l'amour apprend en photo, elle met sur le WhatsApp. Et tout ça, ça fait que le souvenir de Kabbalah Shabbat, en général, il reste pour la vie. Et c'est un peu ce qu'on a envie de faire avec la Parashat Shavua, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vous donne quelques exemples de ce que j'ai fait avec la Simcha Box. Donc, par exemple, pour parler de la traversée du désert et de toutes les étapes des 40 ans dans le désert, j'ai créé un jeu de plateau, comme le jeu de loi, où on va lancer le dé et tomber sur différentes cases. Et ces cases sur lesquelles on va tomber, ça va nous permettre de parler d'éléments concrets de cette période-là. La période d'écaille, et commencer à développer ce qui s'est passé. La manne qui est tombée du ciel, expliquer. Le puits, le rocher qui a donné de l'eau, le veau d'or. Et donc, on va pouvoir revenir tout en s'amusant sur ces différentes idées. La paracha de Noah, par exemple. Alors, on peut prendre un élément de la paracha, qui va être l'arc-en-ciel, et commencer à développer de plein de façons différentes. Donc là, je vous donne 2 idées, mais vous pouvez en avoir évidemment 1000 autres. Donc là, c'est un travail de motricité fine avec de la mosaïque que vous voyez à gauche, où on va travailler sur les couleurs. Mais en même temps qu'on travaille et que les petites mains sont occupées et que les enfants sont assis parce qu'ils sont concentrés sur leurs tâches, ça ne m'empêche pas de parler et de raconter une tonne de choses sur la paracha de Noah. Un autre élément à droite, plus gustatif cette fois-ci. On a pris des aliments, alors ça peut être chaque enfant qui a ramené quelque chose de la maison, pourquoi pas, et on a créé une grande salade qui va être dégustée au déjeuner. Et on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel. Un autre exemple, on parle du bâton de Aaron qui va fleurir. Et donc, ça me permet, pourquoi pas, de leur montrer une œuvre d'art. À gauche, ici, vous avez un tableau de Van Gogh qui est un arbre en fleurs. À droite, ça va être un travail manuel. On est allé prendre un bâton qu'on a trouvé dans la cour ou en forêt. Et par-dessus, on va venir coller au choix des pompons, des fleurs en papier crépon, des boutons, ce que vous avez sous la main. Mais ce travail-là, il va pouvoir être fait, par exemple, je te montre le tableau le lundi. Le mardi, on commence à coller sur le bâton. Et ce bâton, finalement,
en fleurs, il va rester en classe tout au long de la semaine, un élément visuel sur lequel que les enfants vont mémoriser et sur lequel on va ancrer un apprentissage complet. Alors, Alors, on a une parachute, petite question sur la oui, paracha. Enfin, voilà, quelqu'un demande, et avec les parachutes actuels, quelques idées. oui. Voilà. Alors, je vais y venir après. Là, je vous donne un autre exemple. Donc, quand les explorateurs arrivent en Israël, on parle des géants. Alors, ça peut être un peu compliqué comme sujet parce que, par exemple, ça peut être quelque chose qui fait peur aux tout petits. De parler de gens de très grande taille. Pourquoi pas lancer un défi aux enfants de jouer avec ces notions de proportion et de revenir avec une photo d'eux tenant leur papa ou leur maman par la main. Vous avez compris que le papa est très loin et que l'enfant est très près, et que donc c'est l'enfant qui est lui-même devenu géant. Bon, ben, c'est un petit jeu, ça va les amuser à la maison, ça va inclure aussi le parent dans l'histoire, et on va aborder cette notion. Là, on a parlé, il y a quelques jours, des habits des Kohanim. Qu'est-ce qui m'empêche de venir un jour en classe avec des petites clochettes que les enfants vont accrocher à leurs vêtements et qui vont pouvoir expérimenter en quelque sorte et en très léger, mais ce que ressentait le Cohen quand il avait les clochettes à son vêtement. Il y a toujours un élément dans la paracha sur lequel on va pouvoir s'attacher. Le éphod du Cohen Gadol avec les pierres précieuses, c'est aussi quelque chose de très visuel et de très marquant pour les enfants. Ça peut être intéressant de le travailler en classe. Même dans des parachiotes compliqués, je pense qu'il y a toujours un moyen d'être créatif. On va essayer un petit peu de voir aussi comment s'y prendre ensuite. Alors, un autre exemple encore sur les 10 plaies, la plaie de l'obscurité. Donc là, c'est un pliage en accordéon sur lequel, quand on le prend dans un sens, on va voir le côté jour et quand on le prend dans l'autre sens, c'est le côté nuit. Donc là encore, c'est visuel, c'est mobile. Voilà. Donc là, je voulais vous donner quelques exemples un petit peu concrets que vous pouvez retrouver aussi sur la page Instagram de la Simcha Box. Pour Purim, là, on y arrive bientôt. Donc là, c'est un atelier photo. Vous savez, c'est ces petits découpages qu'on va pouvoir mettre au-dessus de sa tête, en dessous de sa bouche, etc., pour créer les personnages de Purim et pour ensuite pouvoir amener à raconter et à mimer l'histoire de Purim. Alors maintenant, comment trouver une idée, vous allez me dire, parce que finalement, parfois, je suis un peu à sec sur certaines parachiotes. Alors la première idée, selon moi, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert toute l'année. Parce que parfois, pour Shavuot, je vais avoir l'idée à Tishri. Et donc, j'ai toujours un petit carnet ou un papier ou une note sur mon téléphone sous la main dans lequel je vais pouvoir noter, ah bah tiens, j'ai eu une idée, ce sera peut-être à creuser le moment venu. Parfois, ça va être au détour d'une discussion avec quelqu'un, au détour d'un article que j'ai feuilleté, d'un livre que j'ai lu, peu importe, mais garder l'esprit ouvert. Deuxième chose, et elle a déjà été évoquée par les autres intervenants, bien maîtriser son sujet. Ça me paraît évident que si j'ai pas lu et un petit peu potassé la parachate à Shavuot, je vais pas pouvoir bien la transmettre et pas avoir d'idée sur quoi dire sur cette paracha. C'est en lisant déjà de prime abord la paracha que je vais me dire, ah mais tiens, il y a ce sujet, ça m'intéresserait de le creuser cette année avec mes élèves, je pense qu'ils vont être réceptifs. La troisième chose, c'est pourquoi pas travailler en équipe. Vous n'êtes pas seul, vous êtes au sein d'une école avec une équipe pédagogique qui vous entoure, d'autres enseignants autour de vous. Faire un brainstorming. Alors un brainstorming, ça peut se faire à plusieurs, ça peut se faire aussi tout seul. Je prends une feuille, je commence à noter le mot principal que je veux travailler sur la paracha et je mets tous les mots auxquels je pense et qui sont en lien avec ça. Et de fil en aiguille, ça va me permettre de m'accrocher à une idée bien précise. Ensuite, profiter des ressources à ma disposition. Donc, Vanessa Roire l'a évoqué tout à l'heure, il y a plein de livres, mais il y a aussi plein de ressources sur Internet. Aujourd'hui, je peux avoir envie de parler, par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure de l'arc-en-ciel, et je peux aller sur Google, taper activité arc-en-ciel, aller sur Pinterest, regarder des vidéos sur YouTube, aller à la bibliothèque près de chez moi et chercher des activités. J'ai plein de ressources à ma disposition et autant en profiter. Comment préparer ma séance? Alors d'abord, évidemment, Ravouaknine l'a dit aussi tout à l'heure, elle doit être préparée en amont. Je ne peux pas arriver le jour même et penser que l'idée, elle va m'arriver par miracle. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est rare. Il vaut mieux la préparer en amont. Et quand c'est une activité manuelle, je préconise aussi d'avoir testé son idée au préalable chez soi. Parce que une idée qui cafouille en pleine classe et quand on n'a pas de plan B, ça peut vite devenir un petit peu problématique.
avoir tout le matériel prêt aussi pour arriver en classe, être sûr que si je pense qu'au fin fond de mon placard, j'ai du papier crépon, bah, peut-être être sûr quand même que j'en ai, avoir la bonne colle, avoir les bonnes paires de ciseaux pour pouvoir faire en sorte que l'activité manuelle, elle se réalise dans la sérénité. Et aussi quantifier le temps nécessaire. Certaines activités, elles vont nécessiter 2, 3 séances ou même s'étaler sur toute la semaine. Mais il faut que vous l'ayez en tête pour pouvoir pas être en panique lorsque vous allez le mettre. Comment animer ma séance maintenant? Alors l'idée quand même pour une séance créative, c'est que l'ambiance elle soit le plus décontractée possible. Je vais essayer un petit peu de relâcher sur peut-être les règles de classe habituelles. Et forcément, dans ces séances-là, il va y avoir un petit peu plus de déplacement dans la classe, un petit peu plus de bruit, un petit peu plus de bavardage. Il faut que j'en sois conscient. Si je suis crispée à ce moment-là et que j'arrive pas à garder une ambiance décontractée, la séance, elle va pas être vécue dans la joie et elle va pas faire ressortir du positif. Donc, j'aurais perdu tout le bénéfice de ce que je suis en train de mettre en place. Il faut aussi que je garde en tête mon objectif principal qui est de transmettre une idée. L'arc-en-ciel que je vais pouvoir faire, il va pouvoir être très beau, mais si ça m'a pas permis de parler de la parachate noire, ça aura servi à rien. Il va falloir aussi que je puisse donner des choix aux élèves. Puisqu'on est dans une activité créative, il faut qu'il y ait une certaine liberté de créer. Tout ne va pas être parfait, et c'est en lien aussi avec le dernier point qui n'est pas de pression sur le résultat. Tout ne va pas forcément être parfait. Chaque élève va le faire en fonction de ses propres capacités, de ses propres compétences. Il ne faut pas que je me mette la pression de il faut absolument qu'il revienne avec quelque chose de beau à la maison. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir ça trop en tête parce que finalement, ça bride le moré ou la mora. Une année, une mora de la classe d'un de mes enfants avait dit quelque chose que j'ai trouvé très intelligent et d'ailleurs, elle avait prévenu au début de l'année les parents lors de la réunion de rentrée. Ils ne reviendront pas forcément avec quelque chose de beau à la maison, mais par contre, ils reviendront en ayant compris le message que j'ai voulu transmettre. Et ça, il faut aussi que les parents aient l'intelligence de comprendre. Si l'enfant, il est capable, en voyant son dessin, en ramenant son dessin ou sa création, de m'expliquer des choses intelligentes et qu'il a compris et qui ont été ancrées sur la paracha, alors j'ai fait, la morale, elle a fait son job. S'il ramène le fameux coloriage du vendredi, mais qu'il ne sait même pas qui sont les personnages sur l'image qu'il a coloriée, alors non, je suis passée à côté de mon objectif. On est tous d'accord. Et enfin, quelques pièges à éviter. Avoir des attentes trop ambitieuses. Parfois, je fais quelque chose qui n'est pas forcément du niveau de mes élèves et donc la séance, elle peut tourner un petit peu au drame parce que ça va rien donner. Trop se focaliser sur la discipline, comme on l'a dit avant. Des ateliers trop longs selon la tranche d'âge et qui vont être trop fastidieux. Les enfants vont se lasser et ils vont pas arriver à aboutir à ce qu'on avait prévu. On a le risque aussi de ne pas laisser assez de place à l'enfant. À force, en tant que Mora, d'avoir trop d'exigences et de vouloir que le travail soit parfait, bah, c'est moi, Mora, qui vais tout faire. Et l'enfant, finalement, bah, il a collé une gommette à la fin, un strass sur le côté. Non, bah non, forcément non, il n'aura rien retenu. Et être trop perfectionniste. Bon, bah ça, faut se brider un peu. Oui, ça ne sera pas parfait, oui, ça ne sera pas forcément magnifique, mais on aura transmis dans la joie, on aura réussi à véhiculer toutes ces belles choses qui sont dans la Torah, tous ces apprentissages, tout cet héritage, et c'est bien là l'essentiel. Et pour finir, je voulais vous encourager avec cette citation. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est une citation d'Albert Einstein. Elle est valable pour les enfants, évidemment, mais elle est valable pour vous en tant qu'enseignant. Amusez-vous. Prenez du plaisir à chercher, à construire ces activités créatives, parce que si vous vous êtes amusé, vous réussirez à amuser à rendre cette séance agréable pour les enfants. Voilà. Alors, à vous de jouer. Alors, merci d'abord. Deux petites questions. Une question sur la paracha de cette semaine, paracha de Vayakel, qui reprend les ustensiles du Beth Amikdash, mais je pense que on a commencé à y répondre. Et une deuxième question que je ne retrouve pas, qui est comment faire avec des plus grands début du primaire? Parce que ça semblait être plus pour des enfants de la maternelle, mais comment on peut faire avec des enfants du primaire? 5 minutes pour y répondre, Oui, bien et sûr. après, on passe à la suite. Alors, Merci. sur les ustensiles du Beth Amikdash, moi, je trouve ça extraordinaire comme sujet. Il y a plein de choses à dire et il y a plein de choses à faire.
D'abord parce que c'est des objets en 3 dimensions. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir expérimenter. Par exemple, quand on parle de la table avec les pains, ou quand on parle du kior, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est pour Nettila Tiadaï, n'est-ce pas, si je ne me Oui, trompe oui, pas de oui. nom. On est d'accord. Euh, on va pouvoir parler de choses qui sont reliées à ce qu'on vit aujourd'hui. Nettila Tiadaïm, les chalotes qu'on mange tous les Shabbats, et donc, on va pouvoir se servir de ces objets-là, pouvoir les représenter, pouvoir peut-être en faire une petite maquette, pouvoir utiliser du métal à repousser pour pouvoir graver ces choses en métal, pouvoir, je sais pas, il y a 1000 idées, on peut creuser ce sujet et essayer de rendre ça concret. On peut essayer de travailler sur l'eau, comment l'eau passe dans un tuyau, comment elle arrive d'un autre côté, une expérience de vie qui va servir à parler ensuite de la chose concrète qui est dans la paracha. Et la deuxième chose, C'était rappelle-moi. pour des plus grands, Ah oui, pour des plus des grands. enfants de Alors primaire. oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'enseigne, à part la Simra Box, je suis architecte d'intérieur, mais à part ça, Oui. j'enseigne aussi en Ulysse, à Neshama, et j'ai des élèves de collège. Et franchement, il n'y a aucune limite pour faire des activités créatives, aucune limite d'âge. D'abord, nous-mêmes en tant qu'adultes, on peut aimer les activités créatives et y prendre du plaisir. Et les activités dont je vous ai parlé, non, c'est pas forcément pour des enfants de Gagne. Pour les enfants de primaire, il y a plein de jeux de rôle, ou même de collège et de lycée, plein de jeux de rôle, d'activités de plateau, d'activités de mémoire, d'activités de jeux de cartes, de construction en papier qui peuvent être faites, de choses de manipulation. Au contraire, je dirais qu'au primaire, au collège et au lycée, c'est d'autant plus facile parce qu'ils sont d'autant plus doués pour acquérir la motricité fine et faire des choses plus abouties. Parfois, je pense qu'animer un atelier en classe de Ganalef, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, qu'au primaire. Les élèves de Ganalef, ils se lassent très, très, très vite. Ils savent pas forcément utiliser des ciseaux, ils savent pas faire beaucoup de choses avec leurs petits doigts, c'est en cours d'apprentissage. Donc non, au contraire, au primaire, au collège, au lycée, on peut faire énormément de choses avec les enfants. Bien sûr il va falloir le prendre sous un certain angle pour que ça puisse les intéresser et qu'ils n'aient pas l'impression que c'est une activité de bébé. Oui, il y a certaines choses qu'on ne va pas forcément faire. Par exemple, en maternelle, on va utiliser beaucoup, c'est pas de la pâte à modeler, du papier crépon. C'est des choses qui, pour eux, peuvent être assimilées à du matériel de bébé. Peut-être qu'on va utiliser des perles à repasser, par exemple, pour le primaire. Euh, Ça utilise vraiment la motricité fine et on va pouvoir faire des créations intéressantes. Il y a plein d'idées. Bon, bah écoutez, merci. Je crois qu'en effet, il y a plein d'idées et on rendra disponible le diaporama par mail la semaine prochaine. Bien sûr. Maintenant, on passe à la dernière partie. Si tu veux bien, j'ai dit d'enlever le Alors, partage arrêtez le d'écran. partage. Voilà, on passe à la dernière partie avec Yossi Attal, qui nous a rejoint, je crois, oui, absolument, et qui est le concepteur, animateur, inventeur du concept à chaque enfant son histoire, que certains visiblement connaissent probablement déjà, mais c'était une manière aussi de revenir sur comment un récit vivant et dynamique dans le temps scolaire ou en complément du temps scolaire d'ailleurs, vous allez nous dire, pouvait venir permettre à nos enfants de vivre la parachate tout au long de la semaine. Je vous laisse la parole et merci Merci, de nous avoir rejoints. avec plaisir. J'ai pas pu venir avant, mais un grand merci de me donner la parole au campus. À Dan en particulier, et très honoré de pouvoir contribuer à ce projet formidable. Oui, je ne l'ai pas Moi-même, dit tout à l'heure, mais c'est Dan qui a organisé toute cette séance, hein, voilà. Il nous seconde pour organiser ces sessions de formation. Allez-y, je vous en prie. voilà, donc je connais bien le campus, ancien élève de la formation et je ne sais pas si elle existe toujours encore. C'est finalement peut-être le renouveau de cette formation avec comme diplôme le CAPES qu'on avait, avec Prosper El Koubi à la Shalom. Tout à Donc fait. voilà, il y a On une est dans la vingtaine d'années. continuité par rapport à tout ça, tout à fait. Voilà, Baruch Hashem. Donc je suis doublement concerné.
Et déjà, je commence par une anecdote, puisqu'on parle de Prosper. Déborah, merci de couper votre micro. Voilà, merci. Donc j'ai commencé à me faire former parce que je pense que l'école Schneur m'a donné cette chance. Tout de suite, quand j'ai commencé à enseigner, on m'a demandé, est-ce que tu veux te faire former? J'ai dit, bien entendu. Pour moi, c'est dans le bon sens, quoi. On ne naît pas professeur comme on ne naît pas parent. Donc j'ai dit oui, bien sûr. Donc le but de la formation étant qu'une fois de temps en temps, le formateur vient dans la classe et va nous faire un petit débrief de ce qu'il voit. Alors bon, après la séance, donc il me dit, bon bah ça va pas, bon, bien entendu comme d'habitude, hein, bravo pour le chiour, etc. Ensuite, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, avec une gentillesse, avec un amour. Et je lui dis, ah d'accord, très bien, merci, ok, je prends note, ta. Et à la fin, il me dit, bon, par contre, il y a quelque chose qui va, c'est votre capacité à vous remettre en question. Et je pense que ça a été une écouda très très fort, un point très très fort pour chaque enseignant, quel qu'il soit, c'est de se remettre en question, de savoir que la vie, elle avance, que le monde avance, la modernité avance, elle avance même très fort. Aujourd'hui, on le voit avec l'intelligence artificielle et on doit se mettre à la page. Donc voilà, donc tout d'abord, vous encourager à suivre activement ce genre de formation parce qu'on a la chance de faire le plus beau métier au monde. C'est un métier formidable, mais tellement beau que on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Un faux pas, un mot qui n'a pas été dit comme il faut, ça peut faire des ravages et on en paye, les enfants en payent les conséquences. Donc c'est même plus un encouragement, mais c'est un devoir de se former avec tous les outils qu'on peut proposer. Euh, Étant ancien responsable pédagogique également de l'école Schneor, donc aujourd'hui je suis en Eretz Israël, voilà depuis 3 ans, mais j'ai fait tout mon enseignement à l'école Schneor, avec qui j'ai beaucoup appris. J'étais responsable pédagogique et très souvent je disais aux professeurs, euh, OK, tu me racontes telle situation avec tel enfant, mais et si c'était ton enfant? Alors, ça allait bousculer. Ça allait bousculer parce que dès qu'on parle d'un enfant, d'un autre, d'un élève, alors bon, on peut se permettre d'avoir une distance. Mais si on considère cet enfant qui est dans notre classe comme notre enfant, parce que c'est la réalité, alors on va toujours trouver des solutions. Et la formation est là pour nous permettre d'avoir donc des outils et d'être à la hauteur. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, disait, on a le devoir d'étudier 30 minutes sur un sujet qui concerne l'éducation de nos enfants. On doit être préoccupé. Alors nous qui sommes dans l'enseignement, doublement, on se doit de se faire former et de continuer Mechaïl el-Khaïl de niveau en niveau. Deux petites histoires avant d'aborder réellement donc, le sujet, mais je pense que tout est le sujet. Euh, des histoires connues hein, qui sont rapportées très souvent. L'histoire d'un parent avec une famille nombreuse qui va voir son rabbi et qui lui dit, écoutez, rabbi, je ne comprends pas. J'ai 10 enfants, je les ai tous éduqués de la même manière. Il y en a 9 qui sont sortis nickel, mais le dernier, quel casse-tête, c'est pas possible, j'en peux plus. Donnez-moi une clé, donnez-moi une solution. Alors le rabbi qui lui répond, les 9 premiers n'avaient pas besoin de toi. Les 9 premiers, c'est un cadeau du ciel. Par contre, le dernier, c'est ton travail à toi. Et on est souvent confronté dans nos classes avec des enfants malheureusement à étiquette. Donc d'où l'importance de nous avertir que c'est absolument du lachon hara et qu'il faut absolument ne pas écouter. Dès qu'on rentre un petit peu dans... Il faut tourner la page et donner la chance à chacun. Mais lorsqu'on a une difficulté avec tel ou tel enfant, il faut savoir que depuis la création, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis les deux Neshamot dans la même classe pour pouvoir, moi, être acteur, mashpia, et lui pouvoir être Mekabel, pouvoir recevoir. Et quand on rentre dans cette dynamique-là, quand on sait que chaque problème a sa solution, alors il n'y a pas d'échec. Nous sommes dans un métier, si on peut appeler ça métier, où on n'a pas le droit à l'échec, où comme je le disais, chaque mot est important. Deuxième histoire que j'aime bien raconter,
Je me permets parce que c'est finalement aujourd'hui, voilà, Monsieur Patrick Petit-Oyon ne savait pas comment définir. Bon, moi-même, je ne sais pas, hein, ça m'est tombé dessus. Je suis cofondateur avec ma collaboratrice Sarah Debache. Donc, on a fondé donc à chaque enfant son histoire. Donc, petite histoire encore. L'histoire de la montre, cet enfant qui attend son moré à la porte de la classe et le moré un petit peu en retard, donc il voit cet élève-là et l'enfant qui lui fait signe comme ça, il lui dit pop pop. Et là, le professeur qui se met dans tous ses états, comment c'est possible? Moi, qui est si sérieux, qui a tellement d'amour envers vous, comment tu peux me dire que je suis en retard? Et l'histoire s'arrête là. Mais quelques temps après, réunion des parents d'élèves, la maman de ce même garçon va voir l'enseignant et après avoir abordé donc les notes, la motivation, l'état de l'enfant, elle dit, je voudrais simplement vous dire quelque chose, c'est que mon fils, il vous adore. Vous êtes une source d'inspiration pour lui, mais il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose que je n'ai pas encore réussi à comprendre. Il y a un jour, il est revenu très, très, très triste. Et c'était le jour où on lui avait acheté une nouvelle montre. Et il s'est dit, la première chose que je veux faire, c'est la montrer à mon moré préféré. Alors, apparemment, il a dû vous la montrer, mais après, j'ai pas compris la suite. Et là, il se dit, oh là là, quelle erreur. Quelle erreur. Comment j'ai mal interprété. On dit dans les quatre accords Toltec, des livres que je vous recommande de lire, ne pas faire de suppositions. C'est pas parce qu'il fait la tête, c'est pas parce qu'elle est triste, c'est pas parce qu'il fait des mimiques que ça te concerne à toi. Alors souvent, ça nous arrive à nous, professeurs ou formateurs, euh, et on va voir une personne qui fait la tête, une personne qui n'est pas dans le truc, et on se dit, ah, peut-être ce que je raconte n'est pas intéressant. Non, pas du tout. Il a mille choses. Ça peut être mille choses différentes. En tout cas, toi, va trouver ta source d'inspiration envers d'autres personnes qui sont peut-être en mode plus bienveillant à ce moment-là. Et là, tu peux avoir cet effet ping-pong et après donc continuer dans ton enseignement. Donc, tout ça pour vous dire que le moindre faux pas dans les métiers différents, c'est possible, on répare, on rectifie, mais avec une échama d'un enfant, j'ai regardé une vidéo de Rav Ishaï hier où il disait très joliment que le mot Mila, c'est les mêmes lettres que Yahalom, qui veut dire diamant. Donc le mot Mila qui veut dire un mot, ça veut dire aussi un diamant. Mila, Yahalom. Chaque mot qui sort de notre bouche, ça doit être tel un diamant. Donc ça doit être réfléchi, ça doit être, comme on l'a appris avec la méthode Feuerstein, une minute je réfléchis, ça nous concerne à nous déjà, professeurs, ne pas être trop comme ça. C'est OK, je suis venu en retard, OK, je suis sérieux en général, mais peut-être qu'il faut décoder différemment. Alors parlons maintenant de mon projet ou de notre projet, donc à chaque enfant son histoire, qui a vu le jour il y a maintenant plus de 6 ans. Euh, Étant professeur, en tout cas, on a été toujours au début démunis d'outils pédagogiques faciles qu'on peut utiliser. Bon, le mieux, c'est de créer nos propres outils, mais avant d'y arriver, on a envie de s'inspirer donc de professeurs inspirants ou de ceux qui ont pu faire des choses avant nous. Donc, on a créé donc à chaque enfant son histoire, qui est tout simplement une histoire avant de dormir. Donc au début, on le faisait une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Aujourd'hui, on le fait chaque soir avec une petite musique à la fin, avec le schéma Israël, avec des paroles bienveillantes et réconfortantes, surtout en ces temps un petit peu délicats. Et tout de suite, ça a fait un grand, grand boom dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'enfant. Je m'y attendais pas, mais voilà, quand on essaye de faire les choses, les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, alors tout s'ouvre et le projet est viable. Alors tout l'honneur en vient donc à Sarah, celle qui m'accompagne depuis le début, puisque c'était une parent d'élève qui me disait, Morey aussi, j'aimerais que vous me racontiez des histoires. Voilà, à la maison, j'ai pas grand-chose de sources inspirantes et racontez-moi une histoire. Alors, je lui ai raconté comme ça une histoire
Et elle me dit, mais vous avez un vrai talent, il ne faut pas le garder pour vous, il ne faut pas le garder pour votre classe ou pour moi, il va falloir qu'on travaille ensemble. Alors, un petit peu hésitant, mais après tout de suite, j'ai dit oui. Et c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de la vie, c'est qu'il faut dire oui. Il faut dire oui pour les bonnes choses, même si des fois on ne se sent pas capable. Donc j'écoutais juste avant l'exposé de travaux pratiques, travaux manuels, et on peut se dire, elle a expliqué que ne soyons pas perfectionnistes. Et ça, c'est un grand danger parce que j'ai envie de faire, mais je ne serai pas à la hauteur et d'autres le font beaucoup mieux que moi. Mais on a tous et on commence tous eh bien, par là pour le premier échelon. Et au fil du temps, à chaque fois que je dis oui et j'ouvre une porte, eh bien finalement, Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Aujourd'hui, j'étais pas sûr de venir. Alors Dan, il m'a dit, voilà, j'aimerais que vous puissiez parler. Je dis, bon, écoute, c'est presque sûr, mais compte ça pour oui. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Il suffit de s'inscrire dans une dynamique positive et je suis partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'y a pas de raison que ça soit non. Donc c'est une des clés aussi que j'ai appris ben, finalement au cours de mon expérience. Donc, à chaque enfant son histoire, accompagne les enfants tous les soirs. Euh, Aujourd'hui, on est encadré par des grands pédagogues, des thérapeutes, des hypnotiseurs, des sophrologues, des écrivaines. Donc, on a une équipe de bénévoles, pour la plupart, qui passent énormément de temps pour pouvoir trouver le bon outil au bon moment. À l'époque du confinement, il fallait beaucoup d'exercices de bien-être, de sophrologie. Donc, on s'est tout d'un coup, en quelques jours, quelques semaines, eh bien, découvert des nouveaux talents. Et donc, on a créé énormément de choses, la minute de bien-être, comment respirer. Dernièrement, avec la guerre ici en Eretz Israël, on s'est mis en collaboration avec un hypnotiseur pour créer des contes thérapeutiques. Des contes thérapeutiques, c'est quoi? C'est finalement l'enfant à travers ses contes, qui touche même plus maintenant au Kodesh, mais j'ai envie de dire tout est Kodesh, hein. Un conte thérapeutique raconter les Shem Shamaïm, c'est Kodesh. Donc on a créé ce conte pour aider les enfants à enlever leur peur. Donc on a inventé l'arbre mangeur de peur et on a eu des très très bons résultats. Un enfant qui a peur d'aller aux toilettes tout seul, un enfant qui a peur du noir. Donc c'est des contes extraordinaires qui ont été travaillés et qu'on donne gratuitement à disposition, donc pour parents, pour professeurs. Donc ça voilà, c'est la dernière découverte, c'est pour ça que je vous en parle. On a fait le pipi au lit, on a fait la peur du noir, la peur de s'endormir. Voilà, ça c'est notre nouveau projet dans notre grand projet à chaque enfant son histoire. Alors, pour en revenir donc maintenant à la paracha de la semaine, qui est finalement, souvent on nous dit comment on peut définir une personne religieuse, bien que j'aime pas ces termes-là. Mais on nous disait très souvent depuis tout petit, c'est quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Euh, mais dans l'idée, c'est vrai. Ça veut dire que quelqu'un qui vit avec le Shabbat constamment, eh bien oui, donc il est connecté sans cesse avec Akadosh Baruch Hu. Puisque d'un Shabbat à un autre, c'est la fête qui est là et qui est récurrente. Eh bien finalement, on goûte le bonheur, on goûte la joie. Et donc, la paracha de la semaine, s'il fallait garder une étude dans la semaine, eh bien moi, j'enlèverais tout et je garderais la paracha de la semaine. L'Admorazaken, le premier rabbi de Lubavitch, disait, Tsarich lichyot imazman, il faut vivre avec son temps. Et il expliquait, il faut vivre avec les enseignements de la paracha, de la semaine. Alors le but du jeu, c'est pas simplement de le raconter. Comme on a dit précédemment, bien entendu, il y a de la préparation, bien entendu, il faut s'investir personnellement. Mais la paracha de la semaine, il faut surtout la vivre, la faire vivre. Et que on arrive à transmettre, à apprendre à nos élèves pour qu'eux-mêmes soient les morés, les professeurs à la table du Shabbat, qui est une des clés du Chinour, qui est une des clés de la réussite de l'éducation de nos enfants. La table du Shabbat sauve des milliers d'enfants. Ils peuvent faire les 400 coups. Mais si la table de Shabbat, c'est une table où l'enfant est acteur, où il y a une simcha, où il y a des chants, où il y a des aliments sympathiques, où il y a les bonbons, même si on n'en a pas le droit la semaine, mais le Shabbat, allez, on va faire abstraction. Mais c'est la clé du Chinour. Alors nous avons un rôle
très important, celui de préparer nos enfants et donc préparer donc la paracha de la semaine. Euh, pour moi, je me suis écrit tout à l'heure, je me suis dit comment je définirais c'est quoi enseigner avec voilà, les différentes formations que j'ai pu avoir. Alors, c'est pas évident toujours de définir, mais euh, selon moi, enseigner déjà, c'est surprendre. Surprendre l'enfant. Chaque jour que, tac, il y a quelque chose de différent. C'est difficile, mais c'est tellement vivant. C'est tellement vivant. Je suis plein de surprises. Donc pour moi, c'est un des premiers points. Deuxième point, c'est d'être source d'inspiration. Il faut qu'on soit des modèles pour nos enfants. Il faut que l'enfant ait envie de ressembler à son Moré, à sa Mora. Troisième point, bien entendu, c'est donner le goût à l'enfant. D'accord? C'est à la fin de la classe, lorsqu'il y a un enfant qui vient poser une question ou qui veut poursuivre un petit peu ce qu'on a enseigné. Alors, donner le goût, c'est fondamental. Et au-dessus de tout, encore une fois, c'est que mon avis, c'est leur apporter de la joie, la simcha. Et c'est ce qui, je pense que c'est ce qu'il faut redoubler, surtout en ces temps de Hadar, en ces temps particuliers, leur donner de la joie, leur donner du kiff, leur donner du plaisir. Alors bon, en Israël, le système est différent que celui de la France, donc il y a plus de permissions au niveau de- des règles de vie de la classe. Il faudrait trouver le compromis, d'accord? Pas être trop carré comme la France et pas être trop ouvert comme Israël, mais trouver un moyen de les laisser vivre. Donc, comme on disait précédemment, on fait une activité manuelle, ça va, c'est pas grave, il s'est levé, il a parlé, il a chahuté. C'est gentil, c'est bien, c'est vivant, c'est vivant. Des fois, je rentre dans les maisons pour faire des cours à des enfants et on me dit, excusez-moi, c'est un peu la pagaille. Je dis, non, faut pas s'excuser, c'est pas la pagaille, c'est la vie. Votre maison, elle est vivante. Alors là, je redonne le sourire parce que ouais, vu comme ça, c'est différent. Euh, pour conclure, et ensuite je me permettrai de partager juste une ou deux choses qu'on propose donc pour la paracha. Donc la plus belle histoire qu'on peut raconter aux enfants, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Euh, on a beau leur faire les plus beaux des discours, mais l'enfant va retenir ce que tu es, ce que tu fais. Tu embrasses la mezouza avant de rentrer en classe. Tu peux être sûr et certain que tes élèves, ils embrasseront la mezouza avant de rentrer en classe. Mais si tu fais des exposés, d'accord, l'importance de la mezouza, Ankelos et toutes les belles histoires, ouais, mais c'est pas ton histoire. Et l'enfant, il veut ton histoire. Euh, J'avais appris ça du Rav Dinovitch. Il expliquait comment définir la Havat Hashem, l'amour d'Hachem. Alors, il a donné une définition que j'ai beaucoup aimée, tirée de la Chassidoute et du Tanya. Il disait que la Havat Hashem, aimer Hashem, c'est pas Hashem, je t'aime. La Havat Hashem, c'est quand les autres, quand ils nous voient, ils ont envie d'aimer ils ont envie d'aimer ton Dieu. Tu es une source d'inspiration. Et finalement, cet amour de Dieu que tu as de manière innée ou que travaillée, eh bien, tellement tu as, comme Yosef Hatzadik, le mot d'Hachem avec toi, eh bien finalement, eh bien c'est ça la Havat Hachem. Tu es une vraie source d'influence donc pour les enfants. Et voilà. Euh, donc si je peux avoir le partage d'écran, je vous montre ce que... Oui, normalement, oui. Alors, ce que je propose, ce qu'on propose, on a créé tout un projet qui s'appelle La parole mène à l'action. J'ai beaucoup étudié les neurosciences et je me suis inspiré aussi à travers aussi la sophrologie. Et donc, je prends un sujet de la paracha et au lieu simplement de raconter le blabla de la paracha que voilà, qui reste simple et finalement on a déjà écouté l'année dernière, voilà, on va essayer d'être inspirant. Donc, vous me direz si vous entendez ce que je projette. Ces parachutes, nous allons rappeler la mitzvah tellement grande, celle du Shabbat. Ou plutôt l'importance de se ressourcer, l'importance de se reconnecter à Hachem et de se remplir d'énergie. Alors comment profiter pleinement du Shabbat? Comment faire pour que le Shabbat nous donne plein d'énergie pour ensuite vivre une nouvelle semaine avec force? Eh bien, il faut savoir qu'une des clés pour se ressourcer, c'est la respiration. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes tendu, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes en colère, il ne faut pas faire l'erreur de persister dans ces émotions. Il faut se dire, allez, stop, je vais faire une pause. Je vais me faire un petit Shabbat, c'est-à-dire un arrêt, où je vais me ressourcer. Alors, je vous invite à revoir cette vidéo, respirer souvent, et ça puisse vous procurer du bien.
Je vous dis Shabbat Shalom, de C'est très belles en, nouvelles. c'est en Et x2. On l'a fait exprès pour reposez-vous. montrer donc ce qu'on propose. Après, je propose aux enfants de respirer avec moi. C'est une idée complètement hors Torah, on va dire, mais pourtant c'est la Torah. C'est la plus grande des mitzvot, celle de respirer, de prendre soin de soi. D'autres choses qu'on propose sur la paracha, donc bien entendu, il y a des petits dessins animés sur la paracha, donc il y a toujours une idée. Il y a un PDF également sur la paracha avec un dessin. Je vais essayer de voir si je peux retrouver quelque chose ici. Oui. Pour simplement vous présenter la forme. C'est quelque chose de court, c'est quelque chose que l'enfant peut utiliser également ensuite, voilà, pour raconter juste une petite idée. J'essaye d'être toujours le plus court possible. Euh, et donc ensuite, il y a un dessin. Donc après, donc c'est 2 pages maximum. Et donc on a le petit dessin de la paracha. Toutes les parachas ont été faites, mis à part peut-être lorsque, voilà, comme cette année, il y a quelques goudés, j'ai fait qu'une seule fois que ensemble. Mais vous avez sur toutes les parachiotes un PDF donc avec un dessin. À l'approche de Purim, je vais vous partager également ce qu'on a proposé pour Purim. Donc l'histoire de Purim animée, donc génial, les enfants sont en plein kiff. Euh, et une chanson aussi de Purim, donc quelques extraits. Puissants du monde entier, tous les sujets du royaume furent invités à cet immense festin. Il y avait là-bas de la viande, du vin, du poisson et beaucoup de délicieuse nourriture. Le roi fit afficher dans toutes les rues de la ville: grand festin organisé par moi, le roi Rajéroche. Venez nombreux. À cette époque, le grand rabbin des Juifs s'appelait Mordechai. Mordechai très... Voilà, vous poursuivrez si ça vous intéresse. Une chanson également de Purim. Alors, le petit clin d'œil, c'est que cette chanson, elle a été inventée par mon papa. Et donc, voilà, je l'ai chantée. C'est une chanson très connue. Dans un pays vivait un roi, Achashverosh et son premier ministre. Aman, Aman, le méchant, Aman, le méchant. Aman. Dans ce pays vivait aussi le grand rabbin. Voilà. Pour pas dépasser trop, il y a plein de choses. On pourrait en parler pendant des heures. Je vous ai donné voilà, quelques petites flashs et petits flashs. Voilà, j'espère avoir été à la hauteur. En tout cas, voilà, merci une fois de plus pour Alors, votre attention. merci à vous. On a beaucoup de gens sur le chat qui ont demandé où est-ce qu'on peut retrouver ces ressources, comment on peut avoir le lien de la vidéo, où est-ce qu'on peut retrouver ces documents. Oui, ben donnerai à Dan donc toutes les indications. On a déjà Voilà. une application où il y a quasiment tout dessus. Donc, bah, d'ailleurs, c'est grâce à Noé qui nous l'a subventionné en grande partie. D'accord. On a créé l'application. Donc, vous tapez ACESH, à chaque enfant son histoire. Vous trouverez déjà plein de choses. Mais on a un groupe WhatsApp. On a plus de 30 000 enfants qui nous écoutent, plus de 7 000 familles. Voilà, donc, Baruchim Abaïm, soyez les bienvenus, avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Oui, je pense qu'on va remettre un certain nombre de références à tous les participants. Ils recevront un mail prochainement avec tous ces éléments-là pour pouvoir retrouver en direct les liens, les PowerPoint, tous les éléments qui ont été utilisés aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment très intéressant d'avoir cette diversité. Merci à Dan d'avoir conçu cet après-midi, ces 2 heures d'échange et de formation. Merci à vous d'y avoir participé, tous autant intervenants que participants. Et on vous donne rendez-vous dans un mois, normalement. Je n'ai pas la date en tête, mais c'est début avril. On vous écrira pour vous dire très clairement quelle date et quel sera le thème
et les intervenants de cette prochaine séance de formation. Merci à tous de cette participation de cet après-midi et à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle aventure.